Alors, le Cercle Saint-Riol est aujourd'hui très heureux de vous accueillir pour sa 38e soirée. Le temps passe, effectivement. Ça fait déjà 7-8 ans que nous avons lancé un cycle de conférences. Et ce soir, je pense que ça va être une conférence qui va faire finalement la synthèse, pas des 38, mais d'un nombre assez important des interventions que nous avons eues jusqu'à présent, puisque Stanislas va embrasser de façon très large, de façon globale, rassembler tout un tas de sujets qui ont été traités par le passé. Fonctionnement du monde, Mondialisme, oui, oblige, oui, c'est ça. Au mois de janvier, nous aurons une conférence sur un sujet religieux, mais pas simplement religieux, aussi scientifique, puisqu'il s'agira de présenter l'analyse du sensuaire de Turin. Le sensuaire de Turin, qui est un suaire évidemment très ancien, mais qui semble avoir été fait pour notre époque, puisqu'il y a tout un tas de renseignements qui ne sont décryptables qu'à l'aide d'appareils très sophistiqués. Donc c'est peut-être un clin d'œil appuyé à notre époque. Donc je vous invite chaleureusement à venir, c'est le 29 ou 30 janvier. On va essayer d'envoyer déjà la semaine prochaine les invitations. Ensuite, au niveau du rythme des conférences, nous avons eu dans le passé un rythme un peu plus soutenu. Nous levons un petit peu le pied au profit, pour ceux que ça intéressera, d'une formation intellectuelle. Alors intellectuelle, ça peut peut-être impressionner, mais d'essayer de remédier aux blessures de notre intelligence que nous avons subies, que nous subissons malgré nous. Et donc, nous proposerons un petit cours de philosophie réaliste, je pense que c'est le bon terme, qui s'inspire d'une grande figure qui s'appelle saint Thomas d'Aquin, et lui-même s'inspirant, je passais le bon mot, s'inspirant de la philosophie d'Aristote, donc qui considère que la philosophie, le monde des idées, doit s'adapter à la réalité. Voilà, donc ça, vous recevrez une invitation via le cercle, comme toutes les invitations que nous envoyons. Si certains étaient motivés déjà, ils pourraient déjà s'inscrire sur une feuille en sortant. Alors, c'est un cycle. Enfin, ce qui sera proposé, ce sont des rencontres par petits groupes de 5, 6, 7 maximum, une fois par mois. Et nous écouterons une leçon d'un CD qui a été... Alors, le premier module, qui court pratiquement sur une année, c'est une introduction à la philosophie. Alors, introduction avant la pensée philosophie proprement dite, les présocratiques, la crise sophistique, les socratiques ou la restauration de la philosophie, les hellénistes, nature de la philosophie, introduction à la pensée chrétienne, propriété de la philosophie relativement aux disciplines d'ordre supérieur, à savoir la foi divine et la théologie sacrée. Donc ça, c'est le programme de la première année. Et la deuxième année est consacrée à la logique. Donc, alors vraiment, là, c'est plus appuyé sur ce que je disais tout à l'heure, sur vraiment le fonctionnement de l'intelligence. Voilà. Bon, mais nous sommes ravis ce soir d'inviter Stanislas. Et donc, je laisse la parole à mon collègue Henri Baclet. Voilà. Merci à vous d'être venu ce soir. Merci Stanislas d'avoir fait le déplacement. Stanislas, on se connaît depuis plusieurs années. Stanislas est un ancien chef d'entreprise. Il se consacre aujourd'hui à l'analyse économique, philosophique, géopolitique pour détecter. Il est très orienté aussi vers les États-Unis où tu vas chercher un certain nombre d'informations que nous n'avons pas forcément chez nous en France. Vous avez devant lui, il y a tous ces livres. Le premier, c'est Être français, en réponse à sa sœur qui se considérait comme citoyenne du monde. Voilà, c'est ça, merci. Et puis ensuite, La France retrouvée, et puis les essais. Donc là, le dernier est sorti il y a quelques semaines, le tome 4. Et donc la soirée se présentera comme ça. Stanislas nous fera un exposé d'1 heure, 1 heure un quart environ. Et puis ensuite, on laissera la place à vos questions. Et puis ensuite, il dédicacera ses livres à vous, pour vous. Et voilà, merci. Je te passe la parole, Stanislas. Merci à toi. Beaucoup. Merci.
Bonsoir à tous, ça va, tout le monde m'entend bien? Oui. C'est pas trop fort surtout. Alors je suis très heureux d'être à Senlis ce soir. Je remercie les organisateurs et le Cercle Saint-Riol qui fait vivre la vie intellectuelle et politique au sens noble du terme à Senlis. Je vous remercie d'être venus ce soir pour venir m'écouter. Alors le thème que j'avais mis sur l'intitulé de la conférence, c'était comprendre le mondialisme, une lutte spirituelle et politique. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, avec la lueur de tous les événements et de tout ce qui est en train de se passer actuellement, je me suis dit, ça serait bien de rajouter aussi une dimension action. C'est-à-dire, je pense que vous qui venez ce soir, vous avez aussi peut-être envie de comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir concrètement. Donc j'ai remanié un petit peu au dernier moment ma conférence cette semaine avant de venir. Alors j'ai gardé la trame, c'est-à-dire que je vais garder la même idée, vous parler du religieux et du spirituel, enfin pardon, du politique et du spirituel, mais j'ai rajouté une dimension action que je vous présenterai surtout dans la dernière partie de cette conférence. Alors, déjà, puisque le thème de ce soir c'est le mondialisme, définissons qu'est-ce qu'est le mondialisme. Alors je vais en proposer une définition assez synthétique en quelques minutes. Le mondialisme, c'est un système politico-religieux à visée totalitaire et qui a plusieurs objectifs principaux. Alors, je vais en citer quelques-uns. Le premier objectif qu'a le mondialisme, c'est la destruction des États-nations pour mettre en place ce que lui-même appelle une gouvernance mondiale. C'est-à-dire, en gros, il faut détruire les États-nations historiques et leur substituer une gouvernance. Et d'ailleurs, le glissement sémantique est intéressant, puisqu'on n'est plus dans la politique, on est dans la gouvernance. Donc on est dans l'administration, et pas dans une opposition de projets politiques. Donc en fait, quand on creuse, et ça je l'ai un peu développé dans un de mes livres, c'est la destruction du politique. Pas de la politique, mais du politique, c'est-à-dire la confrontation de divers projets de société qui s'opposent. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans une logique qui est tout à fait dans ce que je suis en train de vous décrire, puisqu'on vous explique que le nationalisme, c'est le mal, il faut détruire les frontières, on est en train de démanteler l'État, les services de l'État sont en train d'être démantelés. Moi, je connais quelqu'un qui a travaillé aux douanes et qui m'expliquait que la douane française est en train d'être démantelée, avec un ensemble de mesures, et lui-même s'est engagé il s'est mis en retraite anticipée, il s'est engagé politiquement parce qu'il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il défende justement cet outil régalien qui était en train d'être démantelé. C'est un exemple parmi d'autres. Et vous voyez aussi qu'il y a une pensée politique qui est en train d'émerger, qui est en fait le projet de ce que j'appelle le nouvel ordre mondial et que je détaillerai un peu plus tard. En fait, il n'y a plus d'altérité politique, c'est-à-dire il y a une seule vision, comme s'il y avait un seul projet, et on allait dans le sens de ce projet. En fait, toutes les personnes qui sont en désaccord ou qui ont une version contradictoire, ce sont des gens qu'on va exclure du champ de la politique parce qu'ils n'ont pas compris le sens de l'histoire, ils n'ont pas compris que ce que les gens qui ont réfléchi ont compris. Donc vous voyez, il y a une idée qu'on va neutraliser toute idée d'altérité en politique, l'idée qu'il y aurait un autre projet de société qui serait possible. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est la destruction des cultures, des identités et des religions traditionnelles. Donc vous voyez là encore qu'on avance vers un système où en fait on a un effacement des identités, et d'ailleurs c'est tout le paradoxe du système dans lequel nous vivons, puisqu'il prétend, il n'a que le mot diversité à la bouche, mais il est en train d'effacer la véritable diversité qui est celle des peuples avec leurs croyances, leurs spécificités, leur culture, etc. Donc ça, ce sont les deux grands axes. Et ensuite, après, il y a des sous-parties qui sont les corollaires de ce projet. Alors il y a un point très important, c'est la fin de la propriété privée. Le mondialisme est un projet qui vise à abolir la propriété privée. C'est quelque chose qui est de longue date. Et d'ailleurs, c'est le lien avec ce que je vous disais il y a quelques instants sur la gouvernance mondiale. En fait, le projet qu'il propose, c'est le socialisme technocratique ou le socialisme managérial. C'est-à-dire qu'il va y avoir une collectivisation de la propriété, une mise en commun des outils de production, il n'y aura plus de propriété privée, mais ça sera géré à la façon d'une entreprise, c'est-à-dire avec, entre guillemets, une gestion rationnelle. Donc ça, c'est très intéressant, et vous voyez qu'en ce moment, on est dans ce cadre-là, on est en train d'aboutir à une économie de la location. Je pense que ça ne vous a pas échappé, si vous observez le monde dans lequel on est en train de vivre, on est en train de vous pousser de plus en plus à devenir locataire, et à ne pas devenir propriétaire de ce que vous possédez. Et ça commence par exemple à gagner les voitures. Vous voyez, il y a le phénomène par exemple du leasing. Et vous voyez que j'en parlais à quelqu'un récemment dans un garage qui me disait que les commerciaux sont poussés à signer des contrats de leasing et en fait finalement peut-être moins de vendre des voitures en tant que telles. C'est plus intéressant d'avoir un nombre de contrats de leasing que des ventes de voitures réelles.
Donc il y a ça. Vous voyez aussi qu'il y a des attaques sur le logement. Moi j'ai toujours en tête cette citation de Laurence Vargon, qui était ministre du Logement il y a quelques années, qui disait il faut arriver à la fin du logement individuel parce que ce n'est plus adapté et c'est mauvais pour la planète. Et ça, c'est notamment l'histoire du climat, j'y reviendrai au cours de cette conférence, c'est un des chevaux de Troie que le mondialisme, que ce projet mondialiste global va utiliser pour faire passer la pilule de cette collectivisation. C'est-à-dire qu'il a compris, et ça j'y reviendrai dans quelques instants, qu'il ne fallait pas présenter aux gens les choses de manière trop brutale, il faut toujours trouver un moyen de faire passer la pilule. Et pour faire passer la pilule, il y a cette idée justement que en fait, vous allez renoncer à votre propriété, vous allez renoncer à votre confort, mais pour une bonne cause qui va être le changement climatique. Donc ça, c'est un point. Il y a un autre point qui est le projet de dépopulation. Le mondialisme est un projet malthusien, il ne s'en est jamais caché. Il trouve qu'il y a trop d'êtres humains sur la planète, et donc il faut réduire ce nombre. Et notamment, peut-être certains d'entre vous connaissent un monument qui avait été érigé aux États-Unis, qui s'appelait les Georgia Guidestones, qui était un monument d'ailleurs qui a été démoli, je crois que c'était l'été dernier, ou il y a 2 ans, et qui avait été érigé sur un champ qui appartenait apparemment à une très grande fortune. Et donc les Georgia Guidestones y avaient écrit sur ce monument « Maintenir la population à 500 millions de personnes ». Et ça, c'est pas juste un point écrit sur un monument, c'est une thèse qu'on retrouve par exemple dans les discours du Club de Rome, qui commence dès les années 70 avec quelqu'un comme Dennis Meadows, le rapport Meadows sur les limites de la croissance. Il y a toute une galaxie de think tanks qui ont introduit dans l'opinion publique l'idée que nous sommes trop nombreux sur cette planète. Et donc ça, c'est un point très important. Et ça, c'est lié à un autre point du projet mondialiste, c'est le projet de transhumanisme. Le mondialisme considère que l'être humain tel qu'il a été créé, alors un croyant dira créé par Dieu, est imparfait, et qu'il faut l'augmenter, il faut créer un homme augmenté. Et donc il va falloir, avec des implants, avec des prothèses, avec des implants neuronaux, augmenter l'homme pour augmenter ses capacités et le perfectionner. Et là, vous voyez qu'il y a un lien aussi avec le projet de dépopulation, parce que vous avez quelqu'un comme Laurent Alexandre qui dit, par exemple, dans une conférence il y a quelques années, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens devenus inutiles, qui ne pourront pas être intégrés dans cette économie, on n'en aura besoin que de gens augmentés. Donc vous voyez, il y a l'enchaînement des deux, c'est pour ça que je les mets en vis-à-vis, c'est qu'il y a ce projet de dépopulation et l'idée que, en fait, ceux qui resteront, ce sera une espèce d'élite qui aura dépassé le stade de l'humain, on parle même dans certains cas du post-humain. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et puis enfin, le dernier point, c'est la normalisation de toutes les perversions et de toutes les déviances. Et je pense notamment à la pédophilie, ou la pédocriminalité, pour être plus précis. Là encore, qui prend beaucoup de formes, en fait, qui vise surtout aujourd'hui les enfants. Et vous voyez que, par exemple, là encore, c'est toujours quel cheval de Troie on va utiliser. Le cheval de Troie qui est en train d'être utilisé en ce moment, c'est l'éducation sexuelle des enfants à l'école. Il y a un nouveau programme qui est en train d'être mis en place, qui s'appelle le programme EVARS, qui est en train d'être appliqué. En gros, c'est à partir de tous les âges à l'école, on va exposer les enfants à des contenus sur la sexualité. Alors, le prétexte, c'est de dire on va les éduquer à ça, mais par exemple, j'ai regardé la dernière mouture, dès le CE2, on commence à parler de la notion de consentement. Donc, vous voyez, on commence déjà à introduire ces idées dans le cerveau des enfants, puis je ne parle même pas de considérer comme normal tout ce qui touche aux sexualités dites alternatives, ou encore la notion de genre. Donc, qui sont des choses très contestées par nombre de psychologues qui remettent en doute ces différentes notions-là. Donc il y a ça, et alors ce qui est intéressant avec ces sujets, c'est que ce n'est pas un franco-français, c'est que ça se fait au niveau global. Vous avez exactement, par exemple, sur les cours à l'école, sur la sexualisation des enfants et la théorie du genre et tous ces sujets-là, le LGBT, la sensibilité LGBT, vous avez la même chose aux États-Unis, vous avez la même chose en Allemagne, vous avez la même chose en Angleterre. Moi, j'habite dans l'Est de la France, donc j'ai un ami qui est directeur d'un établissement scolaire en Allemagne, qui a eu exactement les mêmes cours qu'un directeur d'établissement peut avoir en France. Enfin, les mêmes formations sur ces sujets. Et en fait, quand il demande d'où ça vient même pas du ministère allemand ou du ministère français, ça vient au-dessus d'institutions comme l'OMS, comme l'ONU, qui font descendre en fait ces directives vers les pays, ensuite vers les salles de classe. Et donc je vais vous expliquer dans quelques instants en fait d'où ça vient et quelle est cette logique. Alors justement, je prends cet exemple parce que souvent les gens me disent mais attendez monsieur Berton, vous êtes bien gentil avec ce que vous racontez, mais il n'y a pas de projet, il n'y a pas de plan, c'est des choses qui se font comme ça, c'est dans l'air du temps, il n'y a pas de gens qui ont comploté pour mettre en place toutes les choses que vous venez de vous décrire. Alors malheureusement, ce que je voudrais expliquer à ces gens-là, c'est que c'est faux et qu'on a un grand nombre de preuves
de ce projet, de la volonté de ce projet. Alors j'ai beaucoup d'éléments qui étayent ça dans mes livres, mais je voudrais vous citer une phrase qui résume parfaitement cet état de fait. C'est une phrase de James Warburg, de la grande dynastie bancaire des Warburg, qui dit ça devant le Congrès américain. Donc c'est quelque chose d'enregistré, il parle, je veux dire, dans un cadre officiel, devant le Congrès américain en 1950. Et j'ai la source, j'ai même retrouvé la source dans les archives du Congrès américain. Donc c'est vraiment quelque chose de sûr. James Warburg dit, je cite, « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La question est seulement de savoir si nous l'aurons par le consentement ou par la conquête. » Vous voyez, on est en 1950 et il le dit voilà, de manière tout à fait assumée devant le Congrès américain. Alors je fais un petit saut dans le temps. En 2017, nous avons Klaus Schwab, que peut-être certains d'entre vous connaissent, puisque c'est le président du Forum économique mondial, qui est basé en Suisse. Klaus Schwab dit à la Kennedy School de Harvard en 2017, « Avec nos Young Leaders, nous avons pénétré tous les gouvernements de la planète. » Et après, il continue son exposé en disant Angela Merkel, c'était nous, Trudeau au Canada, c'est nous, Macron en France, c'est nous. Et il termine après en disant hier, j'étais à l'ambassade d'Argentine à Washington, il y avait une grande partie des membres du gouvernement et la moitié étaient des gens à moi. Et donc il sait qu'il est filmé, c'est pas filmé en caméra cachée, il est dans une des plus prestigieuses universités américaines, qui est l'équivalent du Sciences Po américain, c'est la Kennedy School de Harvard, et donc il dit ça, il dit « Nous avons pénétré tous les gouvernements de la planète ». Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les Young Leaders, c'est un programme qui vise en fait, à former des jeunes, à repérer des jeunes talents, en fait, de les former, et donc en fait, de les former au mondialisme. Et donc, et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse à ce sujet sur le sujet de la formation des élites au projet mondialiste. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis de longues dates. C'est-à-dire que le programme des Young Global Leaders, c'est la nouvelle mouture de quelque chose qui existe au moins depuis la fin du 19e, et notamment quelque chose qui s'appelait les bourses Rhodes. C'est-à-dire qu'en Angleterre, Cecil Rhodes, qui est un proto-mondialiste, si j'ose dire, eh bien, Cecil Rhodes a inventé cette idée de dire on va former l'élite, on va aller dans des universités d'élite, et on va former la future élite à nos thèses, et en fait on va la faire adhérer à nos thèses dès des études supérieures. Donc ils ont mis en place déjà à la fin du 19e siècle tout un ensemble de programmes pour diffuser, alors à l'époque c'est pas le mondialisme tel qu'il se conçoit aujourd'hui, c'est l'impérialisme britannique, et en fait cet impérialisme britannique va muter et va donner ce qu'on appelle le mondialisme aujourd'hui. Alors, pour très brièvement, avant de passer à la première partie de ma présentation, je vais juste vous compléter la vision en fait, de ce que c'est que le mondialisme. En gros, vous avez ces objectifs que je viens de vous donner. Ces objectifs, ils sont poussés en général par des grandes dynasties, qui sont en fait des dynasties, des grandes familles, qui sont souvent des dynasties bancaires ou industrielles. Alors, je vais vous citer quelques noms. Il y avait James Warburg, la dynastie des Warburg, qui est très connue, enfin qui n'est pas très connue, mais qui a un rôle absolument essentiel. Vous avez bien sûr les plus connus, qui sont les Rothschild, qui ont, et j'y reviendrai dans quelques instants avec leur rôle dans le concept de banque centrale. Et vous avez aussi les Rockefeller. Les Rockefeller qui sont, eux, une dynastie qui est plutôt sur le pétrole, le chemin de fer et l'industrie. Et en fait, les Rockefeller, il faut savoir que ce sont eux qui sont derrière l'agenda climatique. Les Rockefeller, ce sont eux qui, à partir des années 70, ont financé tous ces mouvements, alors à la fois de dépopulation et de promotion de l'agenda climatique. Et par exemple, la personne qui a inventé tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le climat et sur le carbone, etc., le CO2, c'est quelqu'un qui s'appelle Maurice Strong, qui était en fait l'homme de main des Rockefeller. Enfin, c'était quelqu'un de très influent, c'était pas juste un gars comme ça, c'était quelqu'un qui travaillait avec eux depuis longtemps, mais c'est lui qui était la cheville ouvrière de ce plan. Ça, vous pouvez le retrouver. J'ai partagé plusieurs fois sur les réseaux sociaux un excellent article qui explique le rôle de Maurice Strong dans cet agenda. Donc en gros, vous avez ces grandes dynasties mondialistes qui en fait ont complètement remplacé les anciennes familles royales, ou qui les ont cooptées d'ailleurs. Souvent, ils se sont mariés entre eux, ils ont été intégrés au système. Et donc après, vous avez des think tanks qui vont être financés par ces groupes-là. Alors vous connaissez, je citais il y a quelques instants, le Forum économique mondial de Davos. Qui parmi vous connaît le groupe Bilderberg? Le groupe Bilderberg. Qui connaît le CFR, le Council on Foreign Relations? Voilà. Vous avez aussi la commission trilatérale. Enfin, vous avez voilà, tous ces différents groupes. Et alors, par exemple, l'exemple du groupe Bilderberg, je vous parlais à l'instant de la cooptation des élites. Le groupe Bilderberg, il faut savoir que c'est alors je ne sais plus son nom, mais c'est un prince des Pays-Bas, qui était l'héritier de la dynastie des Pays-Bas, qui a été le premier président du groupe de Bilderberg.
Donc vous voyez, il y a eu aussi en fait une espèce de fusion de ces élites bancaires et industrielles avec certaines élites, pas toutes, mais certaines élites européennes et des familles royales, etc. Donc il y a ça, il y a ces grands think tanks. Ensuite, vous allez au niveau en dessous, vous allez avoir les grandes institutions internationales qui vont se faire le relais de ces décisions qui sont mûries et pensées dans les think tanks. Donc vous allez avoir l'OMS, l'Union européenne, l'ONU, etc. Et donc c'est exactement ce que je vous disais il y a quelques instants à propos de, par exemple, la sexualisation des enfants et ce projet sur les EVARS, etc., qui viennent de l'ONU et de l'OMS. Et ce qui est intéressant, c'est que le mondialisme est un tout petit monde. Parce que par exemple, est-ce que vous savez qui est, après les États-Unis, le plus grand financier, le plus grand contributeur de l'OMS? C'est Bill Gates, exactement. Bill Gates, et ensuite, en plus, voilà, Bill et Melinda Gates, qui sont les contributeurs. Et en fait, il faut savoir que le père de Bill Gates, donc Gates Senior, est un avocat de la famille Rockefeller, et que c'est lui qui est un de ceux à l'origine du planning familial aux États-Unis, qui après viendra s'implanter en France, mais qui commence aux États-Unis, donc c'est Planned Parenthood en anglais. Et donc vous voyez le lien avec le projet déjà de dépopulation, c'est-à-dire que vous voyez qu'on retrouve toujours ces mêmes acteurs qui se placent en fait à différents endroits. Donc voilà, et alors une fois que j'ai présenté ça, vous voyez qu'en bout de la chaîne, il y a les décideurs politiques. Mais en fait, les décideurs politiques, c'est ça tout le génie du système mondialiste, c'est qu'on vous met le coup de projecteur sur eux, mais en fait, eux, ce sont les pantins, ce sont les fusibles, même pour être très précis. C'est-à-dire que l'objectif de nos responsables politiques, c'est d'attirer l'attention sur eux et de canaliser, en cas de problème, la colère du peuple. C'est-à-dire que comme tout un fusible, ça saute, on le remplace, on en met un autre. Nos décideurs politiques, c'est ça. C'est-à-dire que tout le jeu politique que vous avez dans nos médias, qui vous font croire que ce sont eux les décideurs, c'est absolument faux. Ils sont vraiment là pour, en fait, être les paratonnerres de ce système mondialiste et de concentrer l'attention du public. Et ça, c'est vraiment l'expression, l'incarnation de l'adage « vivons heureux, vivons cachés ». C'est-à-dire que quand il y a une révolution, quand il y a un mouvement, quand il y a une contestation, la colère va aller vers ceux qui sont visibles. Et je plaisante souvent dans mes conférences en disant que si M. Emmanuel Macron était présent au milieu de nous, tout le monde le saurait. Mais si M. Rothschild était présent, ou même un membre de la dynastie Rockefeller, il pourrait venir, écouter ma conférence, repartir, et personne ne le saurait. Donc il est protégé par son anonymat. Et donc ça, c'est ce qu'ont compris les réseaux mondialistes, c'est qu'un pouvoir caché, c'est un pouvoir qui peut durer. Et donc ça, c'est vraiment très important de le comprendre, parce que tout le système dans lequel on est, dans lequel on vit, tend à nous attirer notre attention en fait, sur des gens qui ne sont pas les vrais décideurs. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, et je développerai ça un peu plus loin tout à l'heure. Alors, une fois que je vous ai dit ça, vous allez peut-être me dire « Oh là là, mais il nous a un peu cassé le moral, là, pour commencer. » Il nous décrit un système terrible, avec des réseaux extrêmement puissants, structurés, qui remontent même, nous dit-il, de plusieurs siècles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ces gens-là? On peut faire beaucoup de choses. Parce qu'en fait, il y a deux aspects. Le premier point, c'est que leur pouvoir est assez fragile, parce que déjà, ils sont très peu nombreux. Et en fait, la preuve que leur pouvoir est fragile, c'est qu'il repose sur la nécessité de manipuler les masses. D'où l'importance, et j'y reviendrai dans quelques instants, l'utilisation des médias et de toute une véritable industrie pour empêcher les gens de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer ce soir. Parce qu'ils savent que si le peuple et si la population commence à être formée sur ces sujets, et en fait à déchirer le voile de l'illusion et à comprendre ce qu'il y a derrière, comment le monde marche vraiment, ça va les mettre en difficulté. Et c'est pour ça qu'ils font tout pour éviter l'émergence de médias alternatifs, de penseurs alternatifs, d'auteurs alternatifs qui censurent, parce qu'ils savent qu'il ne faut surtout pas mettre le coup de projecteur sur leurs activités. Peut-être que certains d'entre vous connaissent une publication qui s'appelle Faits et Documents, qui fait justement ce travail de cartographie des réseaux mondialistes. Ils sont abonnés d'ailleurs. Voilà, exactement. Et je parlais avec l'ancien rédacteur en chef qui s'appelait Xavier Poussard, parce que maintenant ça a changé. Et et il me... Exactement. Et du coup, il me disait, il le sait parce qu'il a ses contacts, c'est quelqu'un de très bien informé, il me disait, ça les embête beaucoup le travail que je fais parce que je suis en train justement de révéler ce qu'ils essayent de garder caché, c'est-à-dire les liens familiaux, qui a épousé qui a travaillé où, avec qui a été recruté par qui, etc. Et donc en fait, ils tissent
une véritable toile de tous ces réseaux qui sont des réseaux assez secrets. Et donc ça les dérange beaucoup. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, et ça je le détaille dans mes derniers livres, c'est que je suis arrivé à la conclusion en étudiant de manière tout à fait, sans parti pris, ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a une véritable guerre qui est en train d'être menée contre le mondialisme. Qu'il y a vraiment une tentative de contrer certaines choses. Alors, on peut discuter de quelle est vraiment l'intention des gens qui mènent ce combat, jusqu'où vont-ils aller dans le combat contre le mondialisme, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le projet a été dévié. C'est-à-dire que, je peux prendre 2 exemples concrets, même 3, c'est que déjà, le projet de gouvernance mondiale a clairement le bec dans l'eau, parce qu'il y a au moins 2 grandes puissances qui ne veulent pas y participer, c'est les Russes et les Chinois. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu se fondre dans cette espèce de gouvernance qui serait essentiellement, ne nous voilons pas la face, on va dire anglo-américaine, qui est une émanation de l'Empire britannique qui ensuite s'est greffée sur les États-Unis. Et en fait, les États-Unis sont devenus, comme on dit, le gendarme du monde. Et en fait, ça, les Russes et les Chinois n'ont pas voulu. Et ils ont le souvenir, en plus, dans leur histoire, des différentes attaques, guerres, etc., qu'ils ont dû subir. Alors la Russie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et avec notamment les années 90, et la Chine, c'est surtout le 19e siècle, elle était en grande partie pillée et humiliée par les puissances coloniales qui étaient la France et l'Empire britannique. Eux appellent ça le siècle de l'humiliation. Donc c'est quand même... Oui, les guerres de l'opium, voilà, exactement. Avec les Britanniques qui sont beaucoup enrichis avec ça. Donc absolument, donc vous voyez, il y a ça. Le deuxième point, c'est qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui se passe, c'est la dédollarisation du monde. Ça, c'est un élément absolument central. Alors je ne vais pas développer parce que ça serait trop long, il faudrait faire une conférence entière là-dessus, mais le dollar, c'était la clé de voûte du système de contrôle mondialiste. C'était vraiment la monnaie mondiale. Et d'ailleurs, toutes les matières premières s'échangeaient en dollars. Et ça, c'est en train de changer. Donc moi qui ai une formation économique et financière, j'ai vraiment assez tôt détecté vraiment ce qui était en train de se passer. Alors c'est un peu difficile d'en parler parce que c'est très technique, il faut vraiment comprendre comment marche le système financier international et c'est assez complexe. Donc voilà, mais il y a vraiment des choses qui bougent, des lignes qui bougent. Et puis il y a un autre point, c'est que bien sûr on a tous en tête ce qui s'est passé avec le Covid. Et en fait, quand on lit les différents documents préparatoires qui évoquent en fait, cette pandémie, qui était, quand on regarde, prévue de longue date, et il y a plusieurs livres qui sont sortis récemment qui ont dit qu'en fait, il y a eu une préparation avant. En fait, le Covid n'est qu'une étape d'un plan qui s'est répété plusieurs fois par le passé avec des exercices. On pense à la grippe H1N1, on pense au SARS, enfin, etc. Il y a eu plusieurs étapes. Et donc, en fait, ce qu'on sait, c'est que le Covid, ça devait durer beaucoup plus longtemps, au moins 5 ans, avec une succession de confinements, ouvertures, refermetures, et qu'à la fin, tout le monde devait être absolument vacciné, et que les récalcitrants auraient été mis dans des camps et vaccinés de force ou avec contraintes, etc. Donc ce n'est pas passé. Et même avant ça, le projet, c'était la présidence d'Hillary Clinton, avant la présidence Trump. Donc là, on est même avant le Covid, on est en 2016. Donc Hillary Clinton était vraiment sûre de gagner, et souvenez-vous à l'époque, la surprise totale qui a été la victoire de Trump. Donc en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que c'est pour vous donner un peu la vision du champ de bataille, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent à un niveau géostratégique, avec un plan qui est connu de très longue date, et des gens qui ont, on va dire d'une certaine manière, infléchi ce plan et l'ont fait dérailler sur certains points. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je parle de tout ça dans mes livres, mais donc ça c'est hors de notre portée, c'est au niveau géostratégique, géopolitique, mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle locale? Et en fait on peut faire beaucoup de choses à l'échelle locale, et l'idée c'est ce que j'appelle la tenaille anti-mondialiste, c'est-à-dire une attaque par le haut et une attaque par le bas par les gens qui sont sur le terrain. Donc ça j'y reviendrai dans la deuxième partie de cette conférence, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour justement se battre sur le terrain. Alors, dans la première partie de cette conférence, je vais vous présenter en fait ce qu'on peut faire pour combattre le projet mondialiste dans une dimension plus globale, une dimension, on va dire, plutôt politique. Alors la première chose dont il faut avoir conscience, et je pense que c'est le cas puisque vous êtes là ce soir, c'est que nous sommes au cœur d'une guerre de l'information. C'est-à-dire que dans la guerre que nous mène le mondialisme et le projet qu'il essaie d'imposer au peuple, d'ailleurs souvent comme il le dit lui-même, avec notre consentement,
eh bien, c'est l'information qui est la mère de toutes les batailles. C'est l'accès à l'information, alors dans les deux sens du terme, c'est-à-dire c'est à la fois l'information qu'ont les gens sur les vrais projets en fait, politiques qui sont en train de se mettre en œuvre, mais c'est aussi l'information sur ce qui se passe réellement dans le monde. Parce que quand on écoute les médias de masse, des fois on a l'impression qu'on vit dans une réalité parallèle. On se dit, mais il y a des choses importantes. Vous voyez, je vous parlais par exemple de la dédollarisation des échanges internationaux, où par exemple, il y a quelques semaines, il y avait le grand rendez-vous des BRICS, le grand sommet des BRICS à Kazan. Voilà, il y a des choses qui sont en train de bouleverser ce qui est en train de se passer dans le monde et qui bénéficient d'une couverture médiatique, somme toute, assez faible. Donc ça, c'est très important. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est le rôle des médias de masse. Le rôle des médias de masse, c'est de faire en grande partie de l'ingénierie sociale. Alors qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale? L'ingénierie sociale, c'est la science qui permet la modification furtive de vos attitudes et de vos comportements. Et ça, c'est extrêmement vicieux, parce que ça modifie votre façon d'agir et de vous comporter et de penser à votre insu. Et ça, je l'ai découvert puisque c'est une sous-branche d'une discipline qui s'appelle l'économie comportementale, que j'ai eu l'occasion de voir en tant qu'économiste. Et ça, c'est vraiment redoutable, parce qu'on vous habitue petit à petit en fait, à des choses pour vous. C'est la stratégie des petits pas. C'est-à-dire qu'on sait que si on vous fait faire le grand pas d'un coup, vous allez vous rendre compte qu'il y a un écart très grand entre là où vous êtes au moment T et où on veut vous amener. Mais si on y va petit pas par petit pas, en fait, vous ne vous rendez pas compte de là où on vous emmène. La meilleure illustration de ça, c'est la fameuse histoire de la grenouille dans la casserole. C'est la grenouille, si on la met dans l'eau bouillante, hop, elle saute. Mais si on met le feu petit à petit, elle cuit, elle cuit, elle cuit. Puis à la fin, quand elle est en train vraiment de cuire, elle n'a plus la force de sauter hors de la casserole. C'est exactement ça, l'ingénierie sociale. Je vais vous donner un exemple très concret. Ce qu'on a vécu avec le Covid, c'est exactement ça. On vous a habitué à, par exemple, ne pas pouvoir sortir de votre domicile, fin de la liberté de circulation, vous auto-signer une attestation et ne pas accéder à certains lieux publics si vous n'avez pas le pass. Et donc ça, vous allez me dire, d'accord, mais quel est le lien? Mais il faut savoir que quand vous regardez un peu, justement, parce qu'il y a tous ces think tanks qui produisent des choses, on parle de confinement climatique, on parle de crédit social, on parle de crédit énergétique, on parle même de crédit, par exemple, sur la viande. De dire que la viande, c'est très mauvais pour la planète, les vaches pètent, on va tous mourir. Donc il faut limiter la quantité de viande que les gens consomment, et ça on peut tout à fait imaginer que ça fasse l'objet d'un contrôle. Et vous me direz, mais attendez, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est de la science-fiction. Moi j'étais il y a quelques semaines à Genève pour des conférences, au marché de Noël de Genève de l'année dernière, donc là peut-être cette année, je ne sais pas s'ils sont allés encore plus loin ou ils sont revenus en arrière, ils avaient reçu un mémo de la mairie de Genève qui disait qu'il fallait limiter, si possible, donc c'était si possible, à 30% les produits carnés proposés sur les étals. Donc vous voyez, on y est déjà. Et à partir de l'année dernière, interdiction de payer en liquide aussi au marché de Noël. Carte bancaire obligatoire. Donc vous voyez, petit à petit... Au JO aussi, c'était pareil, hein, les athlètes, ils n'avaient pas de viande à bouffer dans la cantine. Oui, tout à fait. Donc vous voyez, petit à petit, on est en train de préparer, en fait, de mettre en place des choses comme ça. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les médias de masse ne sont pas là pour vous informer, ils sont là pour faire de l'ingénierie sociale et pour être la branche propagande du système mondialiste. Et j'ai trouvé deux citations, dont une que j'avais mis dans le volume 3 de mes essais, qui pour moi résument tout ce qu'on peut dire sur le sujet. Ce sont deux citations de directeurs de la CIA. La première, c'est William Colby, qui affirmait « La CIA contrôle toute personne un tant soit peu importante dans les médias de masse ». Donc là, il parle des États-Unis, pour les journalistes, enfin, si on peut appeler ça des journalistes américains. C'est pire en France, parce que c'est la CIA qui contrôle nos journalistes, sauf que c'est même pas les Français qui sont contrôlés par les Français, c'est les Français qui sont contrôlés par des Américains. Donc, et ces structures-là existent toujours. Et en fait, souvent, justement, les grandes écoles et tous ces projets des grandes universités sont souvent des moyens pour les services de renseignement, dont la CIA, de recruter les gens, de les identifier, de les mettre, entre guillemets, par divers moyens, au service de ce projet. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième citation absolument incroyable, c'est de William Casey, donc, qui est un autre directeur de la CIA, qui disait « Notre programme de désinformation sera terminé lorsque tout ce que croira la population américaine sera faux. » Vous vous rendez compte, l'ambition, tout ce que croira la population américaine sera faux.
Donc vous voyez, et quand on dit ça, quand on dit aux personnes, mais les médias de masse, c'est du mensonge du soir au matin, ils disent, mais non, t'exagères, il doit y avoir un peu de... Non, c'est tout ce que croira la population américaine sera faux. Ça, c'est l'objectif. Alors, il n'y arrive pas toujours. Mais donc, c'est vraiment le premier point, c'est vraiment se désintoxiquer des médias de masse et vraiment arrêter de les écouter, arrêter de croire qu'ils sont les producteurs du réel. C'est-à-dire que ce que je constate, c'est que les gens croient que le monde réel est le monde qui est décrit par les médias de masse. Et quand vous avez un discours, comme c'est mon cas, qui va en dehors de ce qui est les médias de masse, les gens refusent d'écouter. Il n'y a pas l'estampille vue à la télé, écoutée à la radio. C'est extrêmement puissant. Vous ne pouvez pas aller contre ce système-là. Et en fait, c'est un système qui n'est pas fondé sur la vérité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai. Il est fondé sur un consensus social, c'est-à-dire tout le monde dit la même chose, donc ça doit être vrai. Et donc ça, c'est d'ailleurs, vous voyez, on revient toujours à cette expérience fondatrice qui est le Covid. On parlait de consensus scientifique, c'est-à-dire c'est pas est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, c'était tout le monde dit la même chose. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est quand vous avez une ouverture internationale et que vous pouvez consulter les autres médias dans le reste du monde, bah vous vous rendez compte que c'est très différent. Moi, je vois beaucoup les médias américains, y compris les médias, je veux dire, plutôt de droite et conservateurs américains. Bah, je peux vous dire que c'est même autre chose que les médias de droite et conservateurs en France. Et alors, quand vous écoutez dans les pays de l'Est, si vous avez accès, alors en sous-titré à ce que disent les Russes, ce que disent les Chinois, ce que disent même les Hongrois ou les Polonais, vous voyez qu'on est dans une autre dimension. Ça n'a rien à voir. Et donc ça, c'est vraiment une expérience à faire. Et surtout, en plus, aujourd'hui, on a une chance d'avoir des éléments alternatifs. Ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux comme Twitter, Telegram. Voilà, il y a d'autres réseaux même peut-être plus confidentiels. Mais ça, c'est une chance parce que ça permet de contourner ces médias de masse. Et ça, c'est pour ça que c'est l'enjeu d'une bataille. Quand je parle de guerre de l'information, c'est vraiment une guerre parce qu'il y a ce champ de bataille pour qui va pouvoir avoir accès je dirais, à la parole alternative. Et le meilleur exemple que je pourrais prendre de ça, c'est par exemple, c'est quelqu'un comme Tucker Carlson. Tucker Carlson, grand journaliste américain de Fox News, qui s'est senti trop à l'étroit sur Fox News, avec même dans un média dit conservateur, on va dire, c'est pas tout à fait exact, mais qui est un peu comme un CNews américain, on va dire, bon, pas exact, mais c'est ce qu'il y a de plus proche, qui va quitter Fox News, qui va aller directement sur Twitter, racheté par Elon Musk, et qui va aller faire directement, par exemple, une interview de Vladimir Poutine en Russie pendant 45 minutes et va diffuser ça à des millions d'Américains. Alors vous direz, d'accord, la belle affaire, mais il faut savoir que pour des millions d'Américains, même des dizaines, centaines de millions d'Américains, ils n'avaient jamais entendu Vladimir Poutine parler plus de 10 minutes sans être coupé. Parce qu'on vous montre des extraits, on vous montre des citations, voilà, souvent à charge ou pour défendre mais juste écouter la personne et ce qu'elle a à dire. Contourner ce filtre des médias et contourner ce biais des médias. Donc vous voyez, c'est extrêmement puissant. Et ça, c'est ce qu'on a la possibilité de faire aujourd'hui. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire sur les réseaux sociaux. Je suis très présent et j'essaye toujours de donner des éléments tirés de l'actualité. Je m'appuie toujours sur des sources. C'est très peu mes analyses, c'est des éléments que je mets en avant pour justement faire découvrir, notamment au public français, certains penseurs, certaines idées, certaines choses qui ont droit de citer et qui sont très partagées aux États-Unis, par exemple, ou dans le reste du monde, mais qui sont inconnus en France. Et je vais même vous donner un témoignage. Vous savez, là, ces derniers temps, il y a Joe Biden qui a gracié son fils Hunter Biden. Alors déjà, c'est assez cocasse, puisqu'on disait que Hunter Biden n'avait rien fait de mal, il était blanc comme neige. Alors pourquoi son père le gracie-t-il? Ça, c'est déjà la première question qu'on peut se poser. Mais surtout, le plus drôle, c'est qu'il y a 2 ans, il y avait un think tank américain qui s'appelait Marco Polo, qui avait publié un rapport de 600 pages sur les crimes et les turpitudes de Hunter Biden, donc du fils. Et tout y passait, c'est-à-dire il y avait prostitution, drogue, abus de biens sociaux, trafic d'influence. Et en plus, là, c'était des choses factuelles, parce que cette andouille, il allait, je n'exagère à peine, Hunter Biden, c'était le genre de gars à poser avec, se faire prendre en photo avec une arme dans une main, un rail de coke dans l'autre, et rail de coke qui se faisait sur les fesses d'une prostituée. Et il mettait ça en ligne sur les sites porno, type YouPorn ou Pornhub, etc. Et donc, on avait les preuves. C'était pas l'extrême droite qui avait inventé les images, c'était lui-même qui s'était posté en train de faire ses frasques et il avait mis ça en ligne. Et suffisamment idiot pour laisser son ordinateur portable, le laptop, chez un réparateur. Chez un réparateur, exactement. Donc en fait, on avait toutes les sources. Et donc on a fait une émission avec André Berkoff, c'était en 2022 sur le sujet.
je vous assure qu'on a été pendant 15 jours les seuls à avoir une émission qui traitait de ça. Donc moi, je peux témoigner, j'ai vécu le fait de parler d'un sujet. Donc vous êtes les seuls à avoir parlé en France. Et donc quand vous dites aux gens, mais t'as entendu l'histoire du rapport Marco Polo et du laptop d'Hunter Biden, les gens, ah bon, non, mais qu'est-ce que c'est? Bah, va voir l'émission que j'ai faite avec André Berkoff. Ah bon, mais tiens, j'ai jamais entendu parler de ça nulle part, pourquoi les médias en parlent pas, etc. Donc d'où l'intérêt des médias alternatifs, et d'où l'intérêt de pouvoir contourner ces médias officiels, en fait, qui ne vous parlent pas de beaucoup de choses qui se passent dans le monde et qui peuvent bouleverser le récit officiel. Voilà, donc ça c'est vraiment pour ce point-là est vraiment très important, c'est pour ça que j'y consacre beaucoup de temps. L'autre point qui est très important, c'est la question de la souveraineté. Aujourd'hui, nous ne sommes absolument plus souverains, plus du tout, pour rien. La France n'est plus un pays souverain, puisqu'on ne contrôle plus ni notre monnaie, ni nos lois, ni nos frontières, ni notre justice, et que tous ces éléments-là sont soumis à l'ingérence d'acteurs extérieurs. Sur la justice, un exemple très simple, vous savez, comme la France est dans l'Union européenne, elle est soumise à la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, et il y a par exemple quelqu'un qui s'appelle Grégoire Pupin qui a fait un rapport il y a quelques années qui montrait que les juges de la CEDH étaient en grande partie achetés et à la solde de George Soros. Donc il a fait tout un rapport sur le sujet. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Mais ça va même au-delà de ça, c'est que cette souveraineté, en fait, il faut la retrouver sur notre énergie, sur notre alimentation. Là on est en plein cœur de discussion, enfin de crise, plutôt même avec ce qui se passe avec les agriculteurs. L'enjeu c'est notre souveraineté alimentaire. Il y a aussi l'accord avec le Mercosur qui vient d'être signé. Donc c'est l'enjeu de la souveraineté alimentaire et c'est même l'enjeu de l'éducation. Puisque vous savez peut-être que depuis 2022, il y a une loi qui a été passée, enfin je ne sais même pas si c'est une loi ou un décret, non, c'est dans la loi sur le séparatisme. C'est que jusqu'à 2022, le régime en France, c'était une loi qui datait de 1880, c'était la loi sur la liberté de l'instruction. C'est-à-dire, tout parent doit donner une instruction à ses enfants, mais il a la liberté de choisir la façon dont cette instruction va être faite. Donc ça peut être par l'école publique, ça peut être par l'école privée, contrat ou hors contrat, et ça peut être par l'école à la maison, par les parents eux-mêmes. Eh bien, en 2022, la possibilité de faire l'école à la maison a sauté. Et avant, c'était un régime déclaratif, c'est-à-dire vous disiez à l'État, à l'académie, je fais l'école à la maison à mes enfants, et eux venaient vérifier si tout se passait bien, si ça ne cachait pas des problèmes dans les familles, etc., ce qui est tout à fait légitime. Mais maintenant, c'est vous demander l'autorisation à l'État de faire l'école à la maison à vos enfants. Et dans plein de départements, en fait, il y a eu consigne de refuser. Et moi, je connais beaucoup de familles qui faisaient ça, qui ont fait ça qui ont des familles nombreuses, en plus parfois 6-7 enfants, et qui faisaient ça pour tous leurs enfants, et ça se passait très bien, et même les enfants souvent d'ailleurs ont de l'avance, et en fait, du jour au lendemain, on leur a dit, non, c'est plus possible. Donc, et souvent même, ça arrivait à des gens que je connais 15 jours avant la rentrée des classes. Donc imaginez trouver 6 places dans des écoles, en plus des écoles qui sont alignées sur vos valeurs, sur votre exigence, à 15 jours de la rentrée. Donc une catastrophe pour beaucoup de familles. Donc tout ça c'est contesté, mais voilà, il y a vraiment ça, et c'est passé comme une lettre à la poste. Il y a une liberté fondamentale qui est passée, une perte de souveraineté en matière éducative qui a été liquidée du jour au lendemain. Mais je dirais, ça ne touche pas que les gens qui font l'école à la maison. Souvenez-vous, là encore, pendant le Covid, les médecins, l'État leur a dit ce qu'ils avaient le droit de prescrire ou pas. On leur a dit, vous suivez le protocole. Et comme par hasard, l'ordre des médecins ne s'est pas révolté. Les médecins ont accepté de suivre les ordres du gouvernement. Mais le gouvernement, il n'est pas médecin. C'est un médecin juge un patient et juge quel traitement il va apporter à son patient. Ce n'est pas l'État qui va qui va se substituer aux médecins et d'exercer la médecine à leur place. Mais c'est passé. Donc, vous voyez, on est dans un renoncement à nos souverainetés individuelles à tous les niveaux. Et donc ça, il faut se battre pour les récupérer. Et je n'insisterai jamais assez sur le fait que la clé de tout, c'est retrouver la souveraineté monétaire. Tant qu'on laisse le contrôle de la monnaie à notamment des banques centrales et des banques privées qui contrôlent la création monétaire, on ne retrouvera absolument aucune souveraineté. La source du pouvoir mondialiste historique, c'est ça. Et alors, je ne vais pas faire une conférence sur la création monétaire, mais pourtant, il y aurait bien des choses à dire. Si vous avez des questions à ce sujet, je pourrais vous répondre. C'est un sujet absolument essentiel. C'est pas pour rien qu'il y avait, je crois, le président Andrew Jackson qui disait « Si le peuple américain connaissait comment fonctionne réellement le système financier, il y aurait une révolution dès demain matin. » Et il a dit ça au 19e siècle, je peux vous dire que c'est encore le cas aujourd'hui et que c'est même pire. Alors, ça c'est le deuxième point.
Ça, c'est un point très important qui est lié à un autre point, qui est là aussi plus institutionnel, c'est le problème des partis politiques et du parlementarisme. Moi, j'ai pris conscience de ça en écoutant Valérie Bugeaud, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, qui a fait une analyse très critique du fonctionnement de nos institutions. Et elle m'a aidé à prendre conscience du fait que tant que nos pays fonctionneront par un système parlementaire et avec un système de partis politiques, ça sera bloqué. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais s'attaquer au cœur du problème parce que le système est conçu tel qu'il existe aujourd'hui avec des partis politiques et du parlementarisme pour bloquer en fait justement toute réforme de fond et toute possibilité de s'attaquer à ce système de contrôle. Et ça, elle le dit très bien, elle dit que le fait qu'on passe par un parlement pour faire la loi, c'est une aberration et qu'il y a plein d'autres solutions qui existent. Et que ça, justement, c'est le garant. Et ce qu'elle dit très justement, c'est que... C'est pour bloquer en fait, l'émergence de tout autre parti politique, oui, c'est ça, autre que parti qui existe déjà. Exactement. Et aussi pour pouvoir, par le biais de coalitions, s'il n'y a jamais un parti qui menaçait vraiment l'ordre établi, en fait, tous les autres partis s'allieraient contre lui et pourraient le mettre en échec. Donc ça, c'est tout à fait ça. Et vous verrez que si un jour, vous avez des dirigeants politiques, ou en tout cas des figures politiques courageuses, qui voulaient s'attaquer à la fois à la question du contrôle de la monnaie, donc reprendre la souveraineté monétaire, et mettre à mal ce système des partis et du parlementarisme, là vous verrez que l'enfer se déchaînerait contre eux, ou contre lui. Parce que c'est vraiment, là vous touchez au cœur du réacteur. Vous touchez vraiment au cœur du sujet, et c'est absolument central. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question c'est qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place, qu'est-ce qu'on pourrait inventer ? Moi, je crois que nous avons une véritable crise dans notre pays, c'est la crise de nos élites. Nous avons aujourd'hui, vous savez, le terme aristocratie, ça veut dire le gouvernement des meilleurs. Aujourd'hui, on n'est pas dans le gouvernement des meilleurs, on est dans le gouvernement des pires. Les gens qui nous dirigent, ce ne sont pas des gens qui sont compétents, ce ne sont pas des gens qui ont le souci du bien commun, et ce ne sont pas des gens qui sont courageux. C'est tout le contraire. En fait, le système actuel récompense la lâcheté, la docilité et la corruption. Et donc, il faut réussir à reforger une véritable élite. Et je pense qu'un des principes qui pourrait nous aider dans cette entreprise, c'est le principe de jouer sa peau. Ça, c'est quelque chose c'est une philosophie qui est mise en avant par quelqu'un qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, dont je parle beaucoup dans mes essais, qui est un philosophe et qui dit le principe de jouer sa peau, skin in the game en anglais, ça veut dire qu'il faut toujours être responsable de ses actions, des conséquences de ses actions et de ses décisions. Alors ça a l'air d'être un principe général. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez, là actuellement, nous avons, enfin même depuis 2 ans, nous avons des gens qui appellent à la guerre en Ukraine, qui disent qu'il faut absolument aller se battre en Ukraine, je crois qu'il y avait même un général qui disait il faut que les enfants de France soient prêts à verser leur sang pour l'Ukraine. Très bien, qu'ils prennent exemple sous les glorieux généraux de l'armée française qui allaient eux-mêmes sur le champ de bataille et qu'il aille en Ukraine, qu'il aille sur le terrain. Tous les gens des plateaux télé qui nous disent il faut aller en Ukraine, soutenons Zelensky, etc., qu'ils prennent leur barda et qu'ils aillent sur le champ de bataille. Et ça, c'est pas qu'être populiste que dire une chose pareille, c'est qu'autrefois c'était la règle. Les nobles allaient sur le champ de bataille. Moi, je viens de Lorraine, à la bataille de Nancy en 1477, il y a le duc René II, duc de Lorraine, qui est sur le champ de bataille. Il a face à lui le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, qui est à l'époque le chef un des plus puissants États d'Europe. Ils se font la guerre sur un champ devant Nancy, et Charles le Téméraire termine bouffé par les loups dans un marais. Je veux dire, imaginez aujourd'hui nos chefs d'État. Imaginez Emmanuel Macron sur son cheval face à Vladimir Poutine. Moi, je pense d'ailleurs que Poutine serait plus partant pour faire ce genre de choses. Mais vous voyez, on rigole parce que ça semble impensable. Mais pourtant, c'était comme ça que ça se passait autrefois. Et même au temps de Napoléon, là pourtant on n'est plus dans l'Ancien Régime, vous avez tous les généraux et les maréchaux de Napoléon, dont certains sont morts pendant des batailles, alors que c'était des personnages très influents qui étaient ducs, etc. Donc il y avait ce skin in the game, c'est-à-dire qu'on allait être exposé, c'était pas une guerre faite par les autres, c'est ok, on déclarait la guerre, mais on allait la faire nous-mêmes. Donc on applique ce principe à d'autres éléments, on applique par exemple aux juges. Les juges, par exemple, il y a beaucoup de juges qui laissent en liberté des criminels, par exemple, qui n'appliquent pas les peines ou qui n'appliquent pas les OQTF, les expulsions. Rendons les juges responsables. Très bien, vous avez libéré quelqu'un qui avait un casier judiciaire long comme le bras, qui était un danger pour la société, il a violé, il a tué, il a volé, ok, vous êtes responsable. C'est vous qui allez aller en prison à sa place, ou au pire, on va saisir votre maison, avec l'argent, on va indemniser les victimes. Je peux vous dire que la justice serait drôlement plus appliquée dans notre pays.
On peut multiplier les exemples comme ça. Prenons même sanctions pour des journalistes qui diffusent des fake news. Qui, par exemple, pendant le Covid, qui ont relayé la propagande sans discernement, qui aujourd'hui reprennent des fausses informations. Eh bien, ne demandons pas plus qu'ils soient responsables des conséquences de leurs affirmations et de leurs décisions. Alors bien sûr, ça sera taxé de populisme, mais c'est juste prendre ses responsabilités. Et on peut multiplier ces exemples-là à l'infini. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la population française, mais même en Occident en général, s'est habituée à l'impunité de ces classes dirigeantes. Et je vais prendre un exemple de l'actualité récente. J'ai posté ça la semaine dernière. En Chine, vous avez le président de la Banque centrale chinoise qui a été condamné à la peine de mort. Donc c'est un personnage très important, hein. C'est la Banque centrale de Chine. Et pourquoi il a été condamné à mort? Parce qu'il avait détourné l'équivalent de 20 millions d'euros. Donc je veux dire, c'est une somme conséquente, mais la sanction est dure. Nous, en France, il aurait détourné 20 millions d'euros, il aurait eu la Légion d'honneur. Donc vous voyez, mais ça c'est un système qui fonctionne. Je veux dire, on peut penser ce qu'on veut du Parti communiste chinois, mais c'est un système qui est capable de sanctionner les gens qui, à plus haut niveau, vont contre l'intérêt de l'État et contre l'intérêt de la collectivité. Et donc il faut qu'on retrouve ça, et il faut qu'on soit implacable. Alors le problème, c'est que pour que le système fonctionne, il faut que la classe politique fonctionne correctement, il faut que les médias fassent leur travail, et il faut que les juges fassent leur travail, et puis les services de police, etc. Donc vous voyez, il faut que ça soit... Mais nous, en tout cas, en tant que... Oui, et les citoyens, exactement. On vote, monsieur, vous avez parlé de... C'est quand même nous qui avons voté. Oui, exactement. Mais, oui, absolument. Comment on revient en arrière? Oui, ça, exactement. Oui, tout à fait. Sans partir très loin, dans les pays nordiques, les politiciens sont beaucoup plus responsables. Oui, exactement. Pour un ticket de métro, Oui. Oui, alors après, on pourra discuter après sur la question du vote et de sa légitimité. Mais en tout cas, voilà, on a une responsabilité en tant que citoyen d'appliquer ces principes d'exemplarité et de responsabilité à nos dirigeants et de faire pression jusqu'à ce qu'on soit en capacité de faire appliquer ces principes. Et donc, l'idée vraiment centrale, c'est de dire que plus on est un chef, plus on doit être exposé et plus on doit prendre de risques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus vous avez d'impunité et plus vous pouvez faire en sorte que les autres payent à votre place. En fait, c'est l'inverse. Normalement, la contrepartie des privilèges que donne le statut, c'est qu'on prend plus de risques. Et peut-être vous avez vu dans l'actualité, il y a récemment le PDG de la plus grosse assurance santé aux États-Unis, qui s'appelle United Health, qui a été assassiné en pleine rue à New York. Ça, alors bien sûr, je ne cautionne pas ce genre d'action, mais là, on retrouve ce principe de responsabilité. C'est-à-dire que je n'ai pas regardé dans les détails quels étaient les griefs contre ce PDG, pourquoi le tueur l'a fait, est-ce que c'est un concurrent, est-ce que c'est... Voilà, il y a peut-être plusieurs raisons. L'enquête est en cours, mais en tout cas, voilà, maintenant, les PDG se mettent à nouveau à risquer leur vie. C'est comme à partir de la guerre en Ukraine, il y a plein de gens dans l'entourage de Poutine, ou même qui sont tombés des balcons, qui ont eu des accidents, etc. Là, on retrouve l'idée que vous êtes à proximité du pouvoir, donc vous avez de l'influence, vous avez de l'argent, vous avez du statut, mais potentiellement vous risquez votre vie. Donc là on retrouve, alors que dans nos sociétés occidentales c'est l'inverse. C'est ceux qui risquent leur vie, qui risquent leur travail, c'est les gens en bas de l'échelle, mais par contre plus vous montez, plus vous êtes protégé. Et ça c'est une inversion totale de ce qui a toujours été en fait la conception du pouvoir dans les sociétés. Et pour conclure cette partie, j'ai trouvé une magnifique citation du roi Charles VII. Donc Charles VII c'est l'époque de Jeanne d'Arc, qui disait ceci, qui disait « Ô couronne de France, tu es précieuse et précieusement très vile, précieuse étant considérée le mystère de justice que tu contiens, mais vile compte tenu du fardeau, labeur, angoisse et péril d'âme que tu donnes à ceux qui te portent sur les épaules. » Donc c'est quand même des mots forts, hein. Angoisse, labeur et péril d'âme. Donc vous voyez, il y a cette conception que certes on a la couronne, mais d'un autre côté, elle donne une charge, c'est quelque chose de lourd à porter. Et donc je pense que c'est la conception saine du pouvoir et que ça doit justement, le pouvoir doit être quelque chose qu'on peut peut-être désirer, mais aussi en ayant la conscience de ce qu'il nous coûte et du danger auquel il nous expose. Alors ça, c'était cette première partie qui était plus générale. Et donc justement, c'est ce que je vous disais au début de cette conférence. Maintenant, ce que je vais aborder, le thème que je vais aborder, c'est vous, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau individuel? Parce que là, on a parlé de retrouver notre souveraineté, de remettre en place de grands principes. Bon, c'est très bien, mais ce n'est pas des choses qui sont à notre portée. Ça demande un mouvement social de grande ampleur, ça demande une coordination, ça donne des changements même institutionnels. Là, ce que je vais vous donner, ce sont des outils
des possibilités pour vraiment agir à votre niveau et dans votre vie quotidienne. Alors le premier point, je l'ai un peu détaillé tout à l'heure et j'y suis resté assez longtemps, donc je ne vais pas y revenir trop longtemps non plus, c'est bien sûr les médias. Donc je vous ai bien expliqué que vous pouviez vous couper de ces médias de masse qui sont un véritable poison. Je vais juste ajouter une petite précision, c'est que ce que j'ai constaté, c'est que en fait, les gens qui écoutent les médias de masse, en fait, c'est très difficile de leur faire prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et notamment ce projet mondialiste que j'ai décrit. L'année dernière, j'ai fait une conférence dans le nord de la France, près de Lille, et j'ai revu par la suite la personne qui avait organisé cette conférence, qui a fait venir beaucoup de gens d'ailleurs, et je lui ai dit alors, est-ce que ça a porté du fruit? Et il m'a dit, parce que les gens étaient très intéressés, ils m'avaient posé plein de questions, ils avaient écouté avec attention, et il m'a dit, le problème c'est qu'ils ont écouté votre conférence, ils ont trouvé ça très intéressant, mais le lendemain, ils ont ouvert BFM et France Inter, et en fait, c'était fini, quoi. C'était tout le travail que vous aviez fait a été balayé, et maintenant, ils sont repartis dans leur truc. Donc, en fait, j'ai souvent constaté ça, et j'ai vu que le changement d'état d'esprit chez les gens se fait souvent quand vous arrivez à glisser une petite brèche dans le mur, c'est-à-dire à créer une petite brèche dans le mur, où les gens vont commencer à sortir de cette espèce de cycle de manipulation mentale. Et l'exemple que je vais prendre, c'est que je connais quelqu'un qui a fait ça, par exemple, par le biais d'une newsletter de santé naturelle. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la santé, une mère de famille, et donc elle était un peu pas très réceptive à ce que je pouvais lui expliquer. Et en fait, elle a commencé à lire une lettre de santé naturelle. Alors, vous en connaissez peut-être certaines, il y a Rodolphe Baquet, il y a Xavier Bazin, enfin, il y a pas mal de gens qui font des choses comme ça. Et en fait, elle a commencé à voir les mensonges de Big Pharma, elle a commencé à voir les traitements, les remèdes naturels, enfin plein de choses qui existent, dont les médecins parlent jamais ou qui ont pas droit de citer, malgré les preuves, même parfois scientifiques, de leur efficacité dans des études, etc. Et donc ça a commencé à la faire réfléchir, et elle s'est dit, mais en fait, ça a été le pied dans la porte, comme on dit. Et donc du coup, là, après, tout le reste a suivi. Alors après, elle a compris sur le Covid, sur le climat, sur voilà, tous les mensonges du gouvernement, et maintenant, elle est bonne résistante, voilà, qui a compris vraiment l'essentiel de l'arnaque, et qui, chaque jour, en fait, sort de l'empire du mensonge. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai qu'on est souvent confronté à la difficulté de communiquer ce qu'on pense avoir compris du système dans lequel on vit à des gens qui sont parfois pas du tout réceptifs. Et donc l'idée, c'est de trouver un point d'entrée pour justement faire un peu s'ouvrir la conscience, et le faire aussi avec une certaine forme de tact, parce qu'il y a aussi une dimension, les psychologues le savent bien, c'est que c'est très déstabilisant de remettre en cause des croyances fondamentales. Quand vous avez structuré toute votre vie autour de certaines croyances, on vous dit du jour au lendemain, en fait, non, ça c'est n'importe quoi, en fait c'est comme si on tire le plancher sous vos pieds et il y a le vide. Donc c'est très déstabilisant, et le cerveau essaye de protéger les gens contre cet état déplaisant. Donc il faut y aller doucement, et il faut trouver le bon biais par lequel amener les gens à se poser les bonnes questions. Donc ça peut être ça, abonner des gens, leur faire découvrir des nouveaux médias, avoir voilà, quelque chose de récurrent qui va leur donner un autre son de cloche. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel vous pouvez agir, c'est vous former. La formation. Et d'ailleurs, je pense que vous en êtes conscient, puisque vous êtes ici ce soir, vous êtes venu très aimablement m'écouter. Et le plus important, c'est ce que j'essaye d'ailleurs de montrer dans mes livres, c'est comprendre la cohérence du projet mondialiste. C'est-à-dire que le projet mondialiste, je l'ai présenté dans mon intervention au début, il y a une cohérence dans ce qu'il recherche et dans ses objectifs. Et je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'être face à des gens qui sont, par exemple, vent debout contre tout ce qu'il y a eu pour le Covid, par exemple. Pour les restrictions, pour la vaccination, etc. Mais par contre, quand on va aborder un sujet peut-être plus celui d'un chrétien, par exemple l'avortement, ils vont dire « Ah non, l'avortement, moi je défends à tout prix la liberté des femmes, etc. » Mais sans voir que ceux qui ont poussé le projet Covid, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Bill Gates, le planning familial, sont les mêmes qui ont poussé en avant l'avortement comme solution absolument de base et vers lequel on va pousser les femmes. Ça, c'est un exemple où, pareil, tout ce qui touche autour de la libération sexuelle, etc., qui est complètement, quand on connaît le sujet, une opération d'ingénierie sociale du mondialisme. Il y a un excellent... L'avortement, maintenant, c'est 9 mois en plus. Hein. Oui, exactement. Donc, oui, mais ça, c'est ce que... C'est ce que j'explique aux gens, c'est qu'à la limite, la question de l'avortement, c'est même pas une question d'être croyant ou pas. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui, déjà, on le fait de manière industrielle. On est quand même en France à 250 000 enfants par an, ce qui est colossal. Sur 50 ans, ça fait 12 millions.
Donc c'est énorme, c'est 12 millions d'enfants qui ne sont pas nés. Et ensuite, au passage, petite parenthèse, on va dire qu'il n'y a plus assez de Français, donc il faut faire venir des émigrés. Donc c'est toujours l'effet à double détente. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, il n'y a aucune solution qui est faite pour aider les femmes. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, bon, on va peut-être jamais réussir à réduire à zéro le nombre, mais on pourrait dire à ces femmes qui sont souvent en détresse, voilà, c'est un enfant qui n'est pas désiré, il y a le père qui est parti, il y a la pression de la famille, enfin, il y a des situations qui sont très compliquées. On va dire aux femmes, bah, on comprend, mais on va vous aider. Mais en fait, non, rien n'est fait pour aider les femmes. Au contraire, tout est fait pour que l'avortement soit la solution, la seule solution qui soit proposée aux femmes. Vous savez qu'en France, un médecin qui dirait à une femme « Est-ce que vous êtes sûre, vous avez bien réfléchi, c'est pas forcément la bonne décision, il peut même y avoir des conséquences psychologiques, c'est pas un acte anodin », ça peut être délit d'entrave. C'est un délit de dire aux femmes de ne pas avorter, enfin de leur dire « Est-ce que vous avez éventuellement peut-être pensé à ?» Donc vous voyez, c'est là où en fait on voit qu'on est dans un système qui n'est pas du tout un système, je veux dire, de sain. C'est un système qui pousse une idéologie, et l'idéologie, c'est la mort à tout prix. Donc ça, c'est un exemple, et en fait, il faut bien comprendre comment le mondialisme fonctionne pour justement ne pas tomber dans ce genre de piège et ces fausses oppositions, ne pas voir, en fait, au lieu de ce qui divise et de voir des étiquettes, par exemple, ah, toi, t'es contre l'avortement parce que t'es catholique ou je sais pas quoi, c'est de voir, en fait, vers quoi nous pousse le mondialisme et qui en fait il est en guerre contre nous tous. C'est pas une catégorie de la population, c'est tout le monde. Et pour terminer sur ce point, je voudrais vous avertir sur le fait que le mondialisme sait porter tous les masques. C'est-à-dire que c'est une erreur de croire que le mondialisme est associé à une idéologie. En fait, s'il est associé à une idéologie qui est l'idéologie mondialiste. Mais il saura se faire cosmopolite, nationaliste, catholique, musulman, selon ce qu'il arrange. Je vais vous prendre plusieurs exemples. Par exemple, aujourd'hui, nous avons un appareil médiatique qui est cosmopolite, qui va pousser plus de frontières, accueillons tout le monde, nous sommes tous des habitants de la Terre, etc. Construisons des murs et pas des portes, enfin pas des ponts plutôt que des murs. Enfin voilà, tout ce discours-là pré-mâché. Mais il faut voir que vous écoutez, vous lisez les médias, par exemple, avant la Première Guerre mondiale, en 1914, les mêmes médias qui sont quasiment détenus déjà à l'époque par des milliardaires et par des gens ou par des marchands d'armes qui veulent profiter de cette guerre qui s'annonce, vont pousser au nationalisme. Vont dire « Ah oui, il faut récupérer l'Alsace-Lorraine, allez les gars, on y va, on se chauffe là », et même chose en Allemagne. Parce qu'à l'époque, le mondialisme avait besoin de la guerre. Il avait besoin de vendre ses armes aux deux camps et de pousser au nationalisme. Donc il était nationaliste. Et aujourd'hui, il est cosmopolite parce que ça sert ses intérêts. Et des fois, ça crée des alliances qui sont incompréhensibles. Vous avez quand même, je vais prendre un autre exemple, en Ukraine. En Ukraine, vous avez un oligarque juif qui s'appelle Igor Kolomoïski, qui est une des plus grosses fortunes d'Ukraine, qui finance le bataillon Azov, qui sont des néo-nazis. Mais vous voyez, vous avez un juif qui finance des néo-nazis, et pas des néo-nazis de folklore, des vrais néo-nazis bien durs de chez dur. Et là, on ne peut pas comprendre. On dit, mais attendez, c'est n'importe quoi. Parce qu'il faut comprendre ce qui se joue en Ukraine et les différents intérêts à l'œuvre qui sont liés au mondialisme. Et donc, si on n'a pas cette clé, en fait, on va se dire, mais ça n'a pas de sens. Et il y a des gens qui disent, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Et donc, vous leur montrez les preuves, parce qu'on le sait, c'est pas secret. Même lui ne s'en est pas caché de financer ce groupe paramilitaire. Donc, et les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne veulent pas comprendre les intérêts, je dirais, supérieurs et qui sont en surplomb de ces projets-là. Donc je vous dis, attention, faites très attention, c'est vraiment la phrase de l'Évangile, il viendra de faux prophètes et ils tromperont beaucoup de gens, parce que le mondialisme peut porter tous les masques, et il faut toujours, d'où l'importance de comprendre ses objectifs à long terme, pour toujours voir comment, à travers ces différents masques, il essaye d'avancer vers ceci. Je vais prendre un autre exemple pour terminer, et après passer à un autre point, c'est par exemple l'instrumentalisation du régionalisme. Le mondialisme va utiliser, et il le fait actuellement, le régionalisme pour détruire les États-nations. Et des fois, il va être très malin parce qu'il va aller voir des indépendantistes ou des gens attachés à leur territoire, etc., leur dire, ah bah regardez, l'État français, c'est n'importe quoi, il faut que vous retrouviez, par exemple, moi je suis dans l'Est de la France, il y a l'Alsace, bah c'est ça, ils disent aux Alsaciens, ah l'Alsace c'est vraiment une région, elle a toujours eu son indépendance, et du coup maintenant on a la collectivité européenne d'Alsace, la CEA. Donc bien sûr, l'Alsace est toujours dans la France, mais là encore, petit pas. On commence vers une communauté européenne d'Alsace qui a pas l'équivalent d'un parlement, mais son assemblée d'Alsace. Et en fait, petit à petit, on est en train de vouloir démanteler
En fait, la France par le régionalisme. Et ça, il y a quelqu'un comme Pierre Hillard qui a donné toutes les preuves de ça. Il a un très bon petit livre qui s'appelle Chronique du mondialisme, où il donne texte à l'appui cette stratégie d'utiliser le régionalisme pour justement faire éclater les États-nations. Et donc si vous comprenez que le but du mondialisme c'est de faire détruire les États-nations, en fait tous les moyens sont bons. Il va utiliser aussi bien la guerre, il va utiliser le régionalisme, il va utiliser même la guerre civile, tous les moyens à sa portée, mais l'objectif final c'est de détruire les États-nations historiques. Donc, et le régionalisme peut être un de ces moyens, et vous avez des gens de toute bonne foi qui, pensant défendre leur identité, qui vont se mettre au service de ce projet, sans en avoir conscience. Donc c'est aussi ça, il faut toujours garder de la nuance, parce que vous avez parfois des gens qui défendent de bonne foi une politique ou un projet, mais sans voir, parce qu'ils ne sont pas formés, où est-ce que ça va les mener et comment c'est instrumentalisé, comment leur combat, leur militantisme peut être instrumentalisé. Donc ça, c'était un point vraiment important. Alors, pour riposter au projet de dépopulation, alors ça, c'est la partie sympa, il faut faire des enfants. C'est vraiment, ça a l'air d'être bête de le dire, mais le mondialisme aujourd'hui, vous avez conscience que dans le monde dans lequel on vit, il y a une propagande antinataliste. C'est qu'on vous présente l'enfant comme un problème. Et notamment avec ce que je vous disais tout à l'heure, le biais de la planète. Il ne faut pas faire des enfants parce que c'est mauvais pour la planète. Et donc on a des jeunes générations qui vont être complètement lobotomisées par ça et qui vont vraiment dire non, moi je veux pas d'enfants, ou par le LGBT, par le transgenre, etc. C'est aussi une autre façon de stériliser les jeunes générations. Et je parle même pas de l'augmentation du coût de la vie, puisqu'on rend les gens, en fait, les gens gagnent de moins en moins d'argent. Rappelez-vous, moi j'ai grandi dans les années 90. Dans les années 90, ça a été le cas de mon père, par exemple, quelqu'un qui gagnait, qui avait un bon statut de cadre ou quoi que ce soit, pouvait faire vivre une famille avec tout seul, sur un salaire. Et même quand vous regardez autrefois, un ouvrier, même un employé qui avait un emploi stable, pouvait faire vivre une famille sur un seul salaire. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Il faut que les deux travaillent, que les deux parents travaillent. Donc ça, c'est aussi une pression économique insidieuse qui fait que c'est de plus en plus difficile, et on comprend que des gens où les deux parents travaillent, ils ont un enfant, 2 enfants, ça commence à faire beaucoup. Quand on parle de familles vraiment nombreuses, 3, 4, 5, 6 enfants, là ça devient compliqué. Et encore en France, on a la chance d'avoir le système des allocations familiales, ce que d'autres pays n'ont pas. Et donc le conseil que je peux vous donner à vous, c'est si vous avez autour de vous des enfants, des petits-enfants, écoutez, soutenez les gens qui ont des enfants et créez un discours positif autour de la question de l'enfant et de la maternité ou de la paternité. Parce qu'il faut vraiment soutenir les gens, les jeunes notamment, dans leur projet d'avoir des enfants, parce que c'est tellement difficile aujourd'hui qu'il faut... vous savez, il y a un proverbe africain qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Et pour avoir un enfant, pour soutenir un enfant, il faut avoir aussi tout cet écosystème. Et d'ailleurs, autrefois, les gens vivaient à la campagne, dans des fermes, et ils avaient plusieurs générations. Ils avaient les grands-parents qui étaient là, il n'y avait pas d'EHPAD, les grands-parents étaient au coin du feu à raconter des contes, à être avec leurs petits-enfants, à s'en occuper pendant que les parents travaillaient au champ, que le père était dans son atelier s'il était artisan. Il y avait les cousins, les oncles, tout le monde vivait ensemble. Donc il y avait cette cellule familiale élargie qui s'occupait des enfants. Et aujourd'hui, les parents sont lâchés dans le monde hyper concurrentiel et dur du monde du travail où il faut, on a des horaires pas possibles, on a un stress, et en plus, il faut s'occuper des enfants. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ça, c'est soutenir si vous avez des enfants, des petits-enfants, et puis autour de vous, ne pas relayer cette propagande hostile au monde de l'enfance et à la maternité ou à la paternité. Parce que ça, c'est vraiment relayer ce que le mondialisme veut absolument faire, et qui a un autre aspect de ça, c'est aussi l'opposition homme-femme, c'est-à-dire que le mondialisme dresse les hommes contre les femmes. Et avec, d'une part, le féminisme, et aussi le versant opposé de ça, c'est le masculinisme, qui sont dans les deux cas des versions extrêmes, des caricatures de ce que c'est la féminité, de ce que c'est la masculinité. Et en fait, j'ai vu une étude qui était très intéressante, qui disait que le problème aujourd'hui, notamment, qui bloque beaucoup de choses, c'est que les hommes deviennent de plus en plus conservateurs, c'est-à-dire qu'ils voient les problèmes qui se présentent dans nos sociétés, et ils ont un réflexe un peu de guerrier, donc ils se radicalisent, ils se durcissent, et les femmes deviennent de plus en plus progressistes. Donc du coup, ça crée un dialogue qui est impossible entre les sexes. Et ça, c'est intéressant parce que cette étude, elle est quand même en grande partie validée par ce qu'on a vu à la présidentielle américaine.
Vous avez les hommes jeunes qui ont beaucoup voté pour Donald Trump, et les femmes, notamment les femmes célibataires, qui ont beaucoup voté pour Kamala Harris. Donc vous voyez, ça crée ces tensions au sein de la société, et avant même de penser à fonder un foyer, d'avoir des enfants, il faut quand même qu'il y ait un couple. Donc à moins qu'on veuille faire comme les mondialistes, qu'on artificialise la procréation, et on va faire, les femmes n'auront plus besoin d'hommes, et on va faire des utérus artificiels, etc. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça, de ce discours qui vise à attaquer la procréation et à attaquer les familles nombreuses. Alors moi, comme ça a été dit tout à l'heure, je suis beaucoup la dissidence américaine, et il y a vraiment ce courant nataliste qui est très fort. L'adage dans les milieux américains, c'est 4 c'est bien, mais 6 c'est mieux. Donc la base, c'est 4, quoi. Et ils se mettent au boulot. Je peux vous dire que il y a un vrai renouveau, et cette prise de conscience-là, on la trouve aussi dans des pays de l'Est, notamment en Russie et en Hongrie. Vous avez dans ces pays-là le gouvernement qui fait des mesures pour aider les familles qui sont très très fortes. Je crois que c'est en Hongrie, à partir du 3e enfant, vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu. Donc c'est pas mal. Je crois que c'est en Russie récemment, je crois que si vous faites plus de 3 ou 4 enfants, vous allez avoir votre prêt, par exemple, sur votre résidence principale qui va être alors soit payé en partie, soit exonéré d'intérêts. Enfin, on vous paye les intérêts de votre prêt. Enfin, il y a vraiment des mesures comme ça. Et je crois que récemment, la Russie a annoncé un plan très vigoureux de défense de la natalité. Et vous voyez, en France, c'est toute la perversion de nos dirigeants, c'est qu'on va annoncer un réarmement démographique, Emmanuel Macron en avait parlé, mais le lendemain, il annonce la constitutionnalisation de l'avortement. Enfin, c'est de la folie. Je veux dire, en fait, c'est des effets d'annonce et c'est de la communication. Mais en fait, voilà, il n'y a pas de vrai projet sérieux pour aider les parents. Et donc, je vous disais à l'instant qu'on pouvait fonder des familles et qu'il fallait avoir ce réseau élargi. Ben ça, c'est un autre point très important, c'est les actions locales. Avant cette conférence, il y avait des gens qui parlaient de Solaris et qui parlaient des réseaux locaux. Ça, ce sont des choses très importantes. L'important, c'est de se mettre en réseau et justement de casser cette solitude et cette atomisation qui sont les caractéristiques du monde dans lequel on vit. Ce que veut le mondialisme, c'est que vous soyez chez vous, dans votre appartement, devant votre ordinateur ou sur votre canapé, dans la réalité virtuelle ou à regarder des séries sur Netflix et justement de ne plus sortir dans le monde réel. C'est pour ça que moi je réponds toujours favorablement aux invitations qui me sont faites même à l'autre bout de la France pour aller organiser des conférences, parce que c'est ça, ce qu'on est en train de faire ce soir, c'est extraordinaire. Je veux dire, vous êtes sortis de chez vous, vous êtes venus écouter quelqu'un, vous former, et vous allez rencontrer des autres personnes, et peut-être vous allez vous rendre compte que vous avez un voisin, que vous avez voilà, quelqu'un que vous connaissez par différents biais, et vous allez vous rassembler, vous allez refaire une communauté locale. Et ça, c'est hyper important. Parce que c'est ça la base de tout, et c'est ce qu'on a perdu. On a été atomisé. Autrefois, les gens dans le village, tout le monde se connaissait, on tuait le cochon, tout le monde venait. Il y avait vraiment cette solidarité. Alors aujourd'hui, elle peut prendre différentes formes. Elle peut se faire par les paroisses, elle peut se faire parfois par le monde du travail, quand on a des métiers voilà, qui sont porteurs de choses très fortes. On peut l'avoir par le monde associatif, par le monde sportif, par différentes activités, comme un cercle. Mais il faut retrouver absolument ce lien local, parce que quand on est dans une situation de crise, et ben c'est ça, c'est ce réseau local qui va permettre de changer les choses et de s'en sortir. Et surtout, la corollaire de ça, c'est de ne pas être dépendant de l'État. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a détruit les réseaux de solidarité locale, mais ça a été remplacé par l'État. Et en fait, l'État, c'est impersonnel. Si vous avez déjà essayé d'appeler l'assurance maladie, la CAF ou quoi, vous savez que vous avez un mur devant vous. Vous n'avez même pas souvent des êtres humains. Maintenant, vous avez de l'IA ou des chatbots. Ça, c'est justement, ça nous rend impuissants. Et c'est même très mauvais pour nous psychologiquement parce qu'on n'a plus prise sur notre environnement immédiat. Il faut reprendre prise sur notre environnement immédiat. Et vous voyez qu'à travers toutes ces actions-là, travailler avec des producteurs locaux, avoir des gens qui peuvent vous rendre des services, connaître des gens de confiance, même pour des choses simples, qu'est-ce qui va s'occuper de votre chat pendant que vous êtes parti en vacances, arroser vos plantes, surveiller votre maison si vous êtes parti. Voilà, tout ça, ce sont des services concrets du quotidien, mais qu'en fait, on ne peut plus réaliser parce qu'on souvent on ne connaît même plus nos voisins. Et donc ça a l'air d'être bête de le dire, mais on peut recommencer avec ça, recréer des liens au niveau local. Et enfin, j'arrive à la dernière partie de cette deuxième partie, et même de cette conférence avant la conclusion. Il y a un dernier point qui est complètement à notre portée, c'est la dimension spirituelle. Ceux qui suivent mon travail savent que je suis vraiment... c'est un élément très important dans ce que je fais. Et là encore, qu'on soit croyant ou pas,
il faut regarder ce que nous disent les gens qu'on a en face. Parce que eux, ils croient. Et le problème, c'est que le Dieu auquel ils croient, c'est pas nous ce qu'on appelle le bon Dieu. Rappelez-vous de ce qu'a dit Emmanuel Macron en 2020, la bête de l'événement est là et elle arrive. Quand on est chrétien, on sait ce que c'est la bête de l'événement. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé, et j'explique toujours ça parce que moi, bien sûr, je viens d'une famille catholique, mais j'ai eu pendant l'adolescence, comme beaucoup de jeunes, un long passage où j'étais très éloigné de l'Église, de la religion et de toutes ces choses-là. Et j'ai fait un retour récent, depuis 2021, et en fait, les gens me disent « Mais comment ça vous est venu ?» Et je dis « Bah oui, c'est par mon travail. C'est par mon travail parce que j'ai, en partie, et par la grâce de Dieu, bien sûr, mais j'ai découvert que, en fait, ce que le mondialisme dit, c'est exactement ce que la Bible dit, et notamment dit du diable. Exactement, je veux dire, et eux-mêmes ne s'en cachent pas. Vous analysez leurs déclarations, c'est exactement la même chose. Et moi, ce qui m'a frappé, et qui m'a même scié, c'est que ça commence dès le récit de la Genèse. Vous savez que, si vous avez encore votre catéchisme en tête, le récit de la Genèse, c'est Adam et Ève, donc qui sont dans le paradis terrestre, qui sont tentés par le serpent, qui leur dit « Goûtez le fruit de l'arbre de la connaissance, et vous deviendrez pareil et semblable à des dieux ». Et moi, je découvre, en analysant le mondialisme, que leur projet, c'est justement ça, c'est de devenir des hommes-dieux. Ils veulent prendre la place de Dieu. Et je vous parlais au début du transhumanisme. En fait, ils considèrent que Dieu, il a mal fait le boulot, et qu'on va pouvoir améliorer ce que Dieu a fait. On va pouvoir créer un être humain qui sera augmenté, qui sera meilleur, qui va corriger les erreurs de Dieu. Et en plus, ce qui est complètement, vraiment fou, c'est que, comment je pourrais dire ça, ils voient le serpent, le tentateur, comme une figure positive. Eux, ils vont dire, mais bien sûr, Ève, elle a eu raison d'écouter le serpent, parce que Dieu, il nous cachait des choses, on a goûté le fruit de la connaissance, maintenant, on va pouvoir être même plus fort que Dieu. Donc c'est vraiment cette vision qu'il y a au cœur du projet mondialiste, et en fait, c'est le projet du diable. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Et ce qui est terrible, c'est que, je veux dire, on présente le diable comme un personnage, je dirais avec les cornes, les fourches, etc. Mais ce que nous disent les Écritures saintes, c'est que le diable est quelqu'un de très séduisant. C'est quelqu'un c'est le tentateur, et pour être tentateur, il faut être attirant, il faut dire ce qu'on a envie d'entendre, et c'est comme ça que le diable nous séduit. Mais le problème est qu'il a séduit les gens qui ont adhéré à ce projet justement de destruction de l'humanité, et en fait c'est ça que ces adeptes ne voient pas, c'est que le diable, il a deux caractéristiques. Déjà, il est menteur, il ment tout le temps, et en plus, il est homicide, c'est-à-dire qu'il veut toujours détruire l'homme, puisque à travers l'homme, il essaye d'atteindre Dieu. Et en fait, pourquoi on parlait tout à l'heure de cette culture de la mort avec l'avortement, l'euthanasie, la guerre? C'est le projet du diable. Le diable veut tuer un maximum de personnes. Et donc, il embringue des gens dans son projet pour les faire, justement, détruire, pour mentir et pour tuer. Et moi, j'ai été très frappé, puisqu'il y a une phrase de l'Évangile qui résume parfaitement ce qui est le projet du diable. C'est cette phrase de l'Évangile de Saint Jean. Donc ça, c'est le Christ qui parle, et qui parle aux pharisiens. Et il leur dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et le père du mensonge. » Et quand je vois ça, je pense à nos élites, à la fois françaises et à la fois internationales, qui mentent en permanence et qui cachent la vérité. Et c'est exactement ça, il n'y a pas de vérité en eux. Et c'est ça qui est déstabilisant pour la plupart des gens, parce qu'ils ne veulent pas imaginer des gens qui mentent à ce point, et qui cachent à ce point leur vrai visage et leur vraie nature. Alors le problème, c'est que actuellement ils se sentent quand même assez en confiance, parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec les cérémonies des Jeux Olympiques. Là, je crois qu'on a vu, le monde entier a vu en partie le vrai visage de nos élites. Et surtout son projet anti-chrétien. C'est-à-dire qu'on pourrait à la limite accepter des gens qui rejettent la foi chrétienne, qui ne sont pas d'accord avec ce qu'enseigne le christianisme, mais là, ça va plus loin que ça. C'est que là, il faut le détruire, il faut le moquer, il faut le provoquer en permanence. C'est pas c'est pas une hostilité courtoise, bon, on n'est pas d'accord, on est froid, on est cordiaux. Je veux dire, on sait qu'il y a les chrétiens qui pensent ça, nous on pense qu'autre chose et on en reste là. Chacun dans son coin. Là, c'est qu'il faut volontairement, tout le temps, attaquer les symboles chrétiens, humilier les chrétiens, les provoquer et souiller vraiment les symboles chrétiens.
Et il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, ce qui brûle le plus, ce sont les églises. C'est quand même pas, il faut quand même s'interroger là-dessus. Il y a plus de 100 églises qui ont brûlé ces dernières années, dont bien sûr Notre-Dame. Et ça, c'est pas qu'en France, c'est dans plein de pays, au Québec, en Allemagne, enfin dans plein d'endroits. Donc il y a quand même quelque chose, j'ai l'impression qu'à leur insu, ceux qui brûlent les églises nous envoient un signal. C'est-à-dire que pourquoi s'acharner à ce point-là sur des églises? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui doit s'y passer pour qu'on les attaque comme ça. Donc il faut vraiment se poser cette question. Et donc moi, je vous donne la conclusion à laquelle je suis arrivé, et que je développe d'ailleurs dans le volume 2 de mes essais, c'est que le mondialisme n'est pas juste un projet qui est opposé au christianisme, c'est une inversion du christianisme, et c'est un projet qui veut détruire le christianisme de la face de la terre. Donc on n'est pas juste dans un projet de croyance auquel on peut adhérer ou pas, c'est qu'il y a un projet volontaire de destruction, et en plus avec le fait que, objectivement, quand vous regardez ce que disent les mondialistes, c'est exactement ce que le diable dit. Exactement, ils tiennent le même langage que le diable. Et d'ailleurs, eux, ce qui est intéressant, eux vous diront que le diable n'est pas une figure négative, que c'est une figure positive, c'est ce que je vous disais, et que c'est lui qui donne la connaissance aux hommes, et que tous ceux qui sont les chrétiens et qui ont une morale chrétienne ou une morale traditionnelle sont des idiots qui ont été manipulés par l'Église et qui ne sont pas au-delà du bien et du mal, etc. Et le dernier point que j'évoquerai avant de passer à la conclusion, c'est que leur vision est même une vision qui justifie les pires dérives, puisque c'est une vision qui dit que, en fait, on peut augmenter l'homme, mais en fait, on peut réaliser le paradis sur Terre. Et ça, c'est la vision qu'ont en commun d'ailleurs tous les totalitarismes. Je disais au début de cette conférence que le mondialisme est un totalitarisme. De la même manière que le communisme dit qu'on peut faire le paradis sur Terre parce que ce sera la société sans classe, le nazisme dit on peut faire le paradis sur Terre, ça sera le paradis, on aura éliminé les handicapés, les juifs, les races inférieures, il n'y aura plus que des Aryens qui dominent, ça sera génial. Et bien, le mondialisme dit, quand on aura détruit ce christianisme, qu'on aura détruit la morale chrétienne, qu'on aura détruit la loi naturelle, et qu'on aura fait table rase en fait, de tout ce qui a été créé par l'ordre naturel divin, et qu'on aura créé quelque chose qui aura été fait par l'homme, donc que ce soit la procréation, le corps, l'architecture, on aura fait table rase du passé, et bien là on sera dans une nouvelle ère, on sera dans l'ère où la lumière de Satan éclairera le monde, et c'est eux qui le disent. Donc c'est vraiment un point important, et le dernier point que j'évoquerai avant de conclure, c'est que moi je peux tout à fait comprendre qu'on soit sceptique vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis du christianisme, mais je suis frappé de constater que souvent les gens ont une mauvaise connaissance à la fois déjà des croyances des mondialistes et surtout de leurs racines chrétiennes. C'est-à-dire qu'on est dans des pays qui ont été structurés par plus de 1500 ans de christianisme, et les gens connaissent souvent le christianisme par le prisme déformé, souvent déformé par la franc-maçonnerie ou les différents groupes anti-chrétiens, et ne connaissent pas forcément ce qu'enseigne l'Église. Ne connaissent pas vraiment sa doctrine, et surtout vont croire des choses sans les vérifier. C'est-à-dire que c'est frappant, parce que vous avez des gens qui ont un grand esprit critique sur le plan politique, qui ne croient pas les mensonges du gouvernement, qui ne croient pas les mensonges de Big Pharma, mais qui vont prendre pour argent comptant des choses qui sont racontées sur le christianisme et sur l'Église, sans faire preuve de la même, je dirais, du même esprit critique. Donc qu'on ait un esprit critique, exerçons-le pleinement, et même ayons des discussions à ce sujet, mais à partir d'une position qui soit informée, et surtout, ne négligeons pas la dimension spirituelle du combat dans lequel nous nous trouvons, parce qu'il y a cette transcendance, il y a cet affrontement, et cet affrontement qui était déjà bien compris par saint Paul, qui disait « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais les principautés ». Et ne négligeons pas cet aspect spirituel, parce que souvent on lutte uniquement contre la chair et le sang, c'est-à-dire sur le plan politique, et en faisant ça, on néglige ce combat spirituel qui est au-dessus, et qu'on soit croyant ou non, est engagé par nos adversaires. Donc ce qui m'amène à la conclusion de cette conférence, je pense que vous tous présents ici ce soir, vous avez conscience que nous sommes au cœur d'une civilisation qui est en ruine et en crise. Et que cette civilisation qui est en crise, eh bien, nous allons devoir la reconstruire. Et le problème, c'est que nous allons la reconstruire, pas seulement sur le plan matériel, ce qui est quand même une chose assez simple. Souvenez-vous de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait les destructions, notamment dans le nord et dans l'est de la France. On a reconstruit les maisons, mais la chance qu'on avait, c'est qu'on avait une société qui était encore structurée
par une morale, par une culture, par une unité, une homogénéité même ethnique, et qui permettait encore de faire corps en tant que société. Là, aujourd'hui, nous avons une ruine matérielle qui est de plus en plus visible et de plus en plus présente, mais nous avons aussi une ruine matérielle, spirituelle et culturelle. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous permet encore de faire société? Qu'est-ce qui nous relie? On parle souvent du vivre ensemble, mais vivre ensemble, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qu'on va accomplir? Et ça, c'est une question très importante à se poser, notamment en tant que Français, parce que les autres peuples se la posent et apportent des réponses. Je vais vous prendre quelques exemples. Les Américains, vous leur posez la question, eux, ils se voient depuis leur création comme le phare de la liberté dans le monde, et disent aujourd'hui, notamment avec Trump, eh bien, on est en train de retrouver cette liberté, on est en train de combattre ce projet mondialiste totalitaire, et on est en train de montrer au monde ce que c'est qu'un peuple qui redevient libre. Vous avez les Russes, qui sont, eux, sur l'orthodoxie, qui vont dire, nous, on est le dernier bastion du christianisme en Europe. Les sociétés occidentales sont devenues complètement décadentes. Regardez la cérémonie des Jeux Olympiques, il n'y a pas besoin de commentaires. Nous, au contraire, on est les défenseurs des valeurs traditionnelles, du christianisme, des valeurs familiales. Un père, une mère, un homme, une femme, voilà, les choses sont claires. Pas de propagande LGBT dans l'espace public. Et donc, on en est là. Et même les Russes vont même plus loin, puisque quand vous creusez un petit peu les penseurs russes, ils parlent même du catéchone. Le catéchone, c'est dans la théologie celui qui retient l'antéchrist, celui qui empêche l'antéchrist de déferler sur le monde. Et eux disent, le catéchone, alors selon les interprétations, c'est le peuple russe en tant que collectivité politique qui empêche l'antéchrist, le règne de l'antéchrist dans le monde, où ils pensent que c'est même peut-être Vladimir Poutine qui est le sauveur de l'Occident et qui est celui en fait qui combat l'antéchrist. Donc vous voyez, ça c'est la conception des Russes. Et vous avez le peuple chinois, alors dans un registre complètement différent, qui lui dit on était le pays le plus puissant et le plus prospère du monde pendant la plupart de l'histoire de l'humanité. Et on a été humilié au 19e siècle, on a eu un retard énorme au 20e siècle, on était un pays de paysans vraiment dans une misère noire. Et là, depuis 1949, la création de la République populaire de Chine, on est en train de remonter et de retrouver le rang qui a toujours été le nôtre. Et d'ailleurs, les Chinois ne parlent pas de l'empire du milieu, qui est une traduction occidentale, c'est l'empire qui est au centre du monde. C'est pas la même chose. Et cet empire au centre du monde, il va retrouver sa place par quelque chose que j'ai décrit dans le volume 2 de mes essais, qui s'appelle le marathon de 100 ans. C'est-à-dire qu'eux, ils réfléchissent à l'échelle du siècle. Et c'est ça la force aussi. Je parlais tout à l'heure de refaire une élite. Refaire une élite, c'est avoir un groupe de gens qui ont cette capacité à penser le temps long. Et c'est ça le problème, notamment, j'évoquais le problème des partis politiques et du régime parlementaire, c'est que ça pousse nos élites à réfléchir toujours sur le temps court. C'est penser à 3-4 ans, à penser à la prochaine réélection. Puis de toute façon, si on fait une erreur, c'est pas grave, on refilera la patate chaude à celui qui vient après. Et donc on ne peut pas gérer un pays, on ne peut pas construire quelque chose de grand avec cette logique. Vous voyez la Chine, comment fonctionne la Chine. La Chine, il y a un parti communiste unique, donc comme ça c'est plus simple. Et même les dirigeants qui sont élus, ils ont des mandats qui sont très longs. Xi Jinping, il est là depuis très longtemps. Vladimir Poutine, en Russie, il est là depuis très longtemps. Et même, par exemple, quelqu'un comme Sergei Lavrov, qui est son ministre des Affaires étrangères, qui est peut-être un des meilleurs diplomates en activité dans le monde à l'heure actuelle, est pareil, en poste depuis 20 ans. Et nous, on a des dirigeants, vous voyez, l'instabilité politique et gouvernementale que nous avons dans notre pays. Comment peut-on imaginer avoir une politique suivie avec cette instabilité permanente? En fait, la politique, si elle est suivie, c'est pas par nos décideurs, c'est par les fonctionnaires qui sont en place, qui, eux, ne bougent pas, et c'est par les réseaux qui vont recruter ces politiques dont je vous parlais au début. Donc en fait, les décideurs ne décident de rien. Ceux qui décident, c'est ceux qui sont en dessous, qui sont les fonctionnaires qui ne bougent pas, et c'est ceux qui sont au-dessus qui donnent les ordres à nos politiques. Donc on est dans un système qui est une imposture totale. Donc ça, c'est ce point. Et je pense que ce que j'ai essayé de vous expliquer ce soir, c'est qu'au milieu de ces bouleversements, vous avez tous les outils en main pour agir sur l'essentiel. Ne soyez pas désespérés. Ne pensez pas que c'est au-delà de votre portée, parce que tout est là et vous avez tout. Vous pouvez vous informer en arrêtant d'écouter les médias de masse. Vous pouvez vous former en lisant des livres, en assistant à des conférences, en allant écouter le vivier absolument extraordinaire de gens qui essaient de comprendre ce qui se passe et d'essayer même de préparer ce qui vient après. Vous pouvez fonder des familles, encourager les gens à fonder des familles ou même vous occuper de celles que vous avez déjà. Et surtout, le dernier point,
vous pouvez développer votre relation avec Dieu. Ça, aujourd'hui, personne ne peut vous ôter votre lien, développer votre spiritualité, développer votre croyance, votre foi. Et ça, personne ne peut vous le prendre. Et même les pires systèmes totalitaires, je pense au communisme, je pense, même l'année dernière, je suis allé au Japon. Au Japon, il y a eu des persécutions absolument terribles contre les chrétiens au XVIIe siècle. Mais il y a malgré ça, avec des choses terribles, on disait aux gens d'aller... il y avait les troupes qui arrivaient dans le village, ils mettaient un crucifix par terre, on disait aux gens marchez sur le Christ, et ceux qui n'étaient pas d'accord, ils étaient décapités sur place. Et ça se passait comme ça. Donc il y a eu des centaines de milliers de morts. Eh bien, dans ce contexte absolument brutal, vous avez des chrétiens qui ont gardé la foi pendant des siècles, et quand les missionnaires sont revenus 3 siècles plus tard, ils étaient encore à jour, au jour près dans leur calendrier liturgique. Et sans prêtre, pendant 3 siècles, ils avaient gardé toute la liturgie et tout le calendrier. Donc vous voyez, on ne peut pas vous prendre ça. On ne peut pas vous prendre ce que vous avez dans votre intériorité. Et c'est justement ça que le mondialisme essaye de détruire. Il essaye de détruire votre vie intérieure. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Georges Bernanos. Il disait, on ne comprend pas le monde moderne si on ne comprend pas qu'il est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Et c'est ce qu'essaye de détruire la société dans laquelle nous vivons. Et donc... cet aspect, cette foi, cette dimension transcendante, elle est à votre portée. Vous pouvez prier, vous pouvez dire le chapelet, vous pouvez aller à la messe, vous pouvez recevoir les sacrements. Tout ça, vous pouvez le faire et personne ne peut vous le prendre. Et donc parfois les gens me disent « Mais monsieur Berton, on aime bien ce que vous faites sur le plan politique, mais pourquoi vous parlez toujours de Dieu ? Vous ne pourriez pas arrêter avec ça. D'ailleurs, peut-être que ça éloigne les gens de votre propos. Et en fait, je ne fais pas ça seulement parce que je suis moi-même un croyant. Je fais ça parce que j'ai pris conscience par mon travail que, en fait, penser à Dieu, ça nous invite à inverser complètement la façon dont on voit le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans une société, je l'ai dit il y a quelques instants, qui est en guerre contre toute forme de vie intérieure. Donc déjà, Dieu rétablit une forme de transcendance. Et ensuite, on est dans une société du moi-je, où on pense tout le temps à soi. C'est tout le temps qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends, je veux être heureux, moi. Et en fait, quand vous pensez à Dieu, vous inversez la logique. Vous pensez plus à vous, vous pensez à ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Et c'est ce qu'on dit quand un chrétien dit le Notre Père, que votre volonté soit faite. C'est pas que ma volonté soit faite, c'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Et ça change tout, et c'est une question qu'il faut qu'on se pose, puisque dans ce moment qu'on est en train de vivre, qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Dieu nous a donné des talents, il nous a mis au milieu de cette époque qui est la nôtre, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Et cette question, elle se pose à nous en tant qu'individus, mais elle se pense aussi à l'échelle de notre pays. La France est un pays qui est aujourd'hui au bord de l'effondrement, qui est au bord du gouffre. Qu'est-ce que nous voulons faire de la France ? Quel est le projet que Dieu a pour la France ? Qu'est-ce que les Français doivent faire ensemble ? Alors les gens me disent, d'accord, mais comment on va le savoir, ce que Dieu veut ? Je réponds simplement, posez-lui la question. Posez-lui la question, peut-être il vous répondra, sûrement d'ailleurs il vous répondra. Il enverra l'Esprit Saint pour vous donner des réponses. Et donc je terminerai cette conférence par une citation de l'Évangile qui résume un petit peu ce que je viens de vous dire. L'Évangile nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui entrent par cette voie. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui l'empruntent. Donc je vous dis ce soir, faites partie de ceux qui prennent le chemin qui mène à la vie. Je vous remercie. » Ah oui, alors je fais un peu de pub aussi parce que Politique Magazine, un contenu de grande qualité et vous pouvez retrouver un entretien